Donc, bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup pour votre présence. Encore une fois, si vous n'êtes pas là, il n'y a rien qui se fait, rien ne peut être fait sans vous. Donc merci de venir. Et aujourd'hui, on va parler donc de Libre d'obéir de Johann Chapoutot. Voilà, j'en ai rapporté d'autres de Chapoutot, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. On a ici donc le nazisme et l'Antiquité. Et on a ici les irresponsables. Il y avait une raison pour laquelle j'ai apporté ces livres-là, c'est pour montrer à quel point il y a une petite différence de format. Voilà, bon, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi j'ai besoin de préciser ça. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite. D'abord 2 mots sur l'auteur. Ça va vraiment être très rapide. Si Johann Chapoutot m'entend, qu'il me pardonne, je ne vais pas dire grand-chose. Donc Johann Chapoutot est né en 1978. Il a été brillant dès sa jeunesse, puisque lauréat du concours général d'histoire en 1995. Il est entré à l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud comme Grégoire Chamaillou. Donc on est dans une certaine continuité. Il a fait partie de la promotion 98. Il est professeur agrégé d'histoire depuis 2001 et docteur en histoire en 2016, grâce à une thèse sur le national-socialisme et l'Antiquité, qui donc depuis est parue au PUF. Voilà, donc si vous êtes intéressé, moi je vais le lire. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vais le lire. Je vous donne quelques exemples d'ouvrages qu'il a pu écrire. En 2014, il a publié La loi du sang, Penser et agir en Asie, c'est tout un programme. Un livre qui a été très très apprécié, notamment par une lecture très fine du droit nazi. En 2017, il a publié sur la révolution culturelle nazie. Alors ça, je cite ce livre parce que ça montre bien l'angle très culturaliste de l'histoire du nazisme, qui est approché. Le mode d'approche de Chapoutot est vraiment culturaliste. On va essayer d'entrer dans la culture nazie, essayer de comprendre comment ça marche de l'intérieur. Et je vais citer aussi Le Monde nazi, qui est avec Les Irresponsables, le dernier ouvrage qui est paru de Johann Chapoutot, mais là il n'est pas tout seul sur ce livre, donc de 2024. Il a été coécrit avec Christian Ingrao et Nicolas Patin, qui sont aussi 2 historiens spécialisés dans le nazisme, dont je vous recommande les travaux. Christian Ingrao, donc, qui a travaillé beaucoup sur la notion de la violence, du rapport des intellectuels nazis à la violence. C'est très très intéressant. Et Nicolas Patin, je connais moins bien ses travaux, mais je sais qu'il a une approche plus statistique, plus quantitative. Et eh bien j'ai vu hier soir une de ses interventions où il présentait le livre Zone of Interest. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ça raconte la vie dans le petit pavillon du chef d'Auschwitz. C'est-à-dire que je ne sais plus comment il s'appelle, l'officier nazi qui dirigeait à Auschwitz. Il avait un petit pavillon dans lequel il vivait avec sa famille, avec sa femme, avec ses enfants, dans le camp d'Auschwitz I. Et donc c'est un film très intéressant parce qu'il ne filme que des scènes de la vie quotidienne, mais vous avez constamment un fond sonore où vous entendez ce qui se passe derrière, dans le camp. Donc vous imaginez un petit peu l'ambiance qui est un peu particulière. Voilà, donc j'avais vu une vidéo où Nicolas Patin animait un débat à l'issue de ce film, et c'était très intéressant de l'écouter. Il faudrait que je me penche un peu plus sur ces livres. Voilà, bon, je vous ai dit ce serait rapide, je ne dis pas grand-chose. Petite présentation générale du livre. Donc, Libre d'obéir, qui est paru en 2019, fin 2019, début 2020, chez Gallimard Essai, qui est donc un livre assez court. Pour faire simple, dans la bibliographie de Chapoutot, on trouve 2 types d'ouvrages. Il y a des ouvrages qui sont scientifiques, qui sont vraiment fouillés, qui sont l'expression d'un travail de recherche qui s'est accumulé sur le temps, en se posant des questions bien précises. Alors typiquement, cette thèse de doctorat, voilà, c'est ce genre de livre. Voilà. Et puis, il y a des ouvrages qui sont plus des ouvrages d'intervention.
donc qui sont plutôt destinés à susciter et nourrir des débats sur la base des connaissances déjà acquises. Alors c'est le cas de son livre sur les irresponsables, même si Chapoutot témoigne qu'il a quand même retravaillé la question pour écrire le livre. Ça s'appuie quand même sur un certain nombre d'intuitions qu'il a depuis longtemps, etc. Et c'est le cas aussi de Libre d'obéir, donc, qui est un essai qui a vocation à susciter le débat et en même temps, eh bien, quelque part, à se débarrasser d'une idée. Quand je dis se débarrasser, c'est pas pour ne plus y penser, mais disons pour la mettre sur papier, la coucher par écrit, parce que je vais l'expliquer en fait. Dans une interview, Chapoutot l'a présenté comme un ouvrage de production rapide, un livre qui aurait été fait un peu comme en passant. Et pourquoi ? Parce qu'il rassemble une somme d'observations accumulées lors de ses recherches en ce qui concerne le nazisme et quelque part sa parenté de pensée avec le management tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et donc, comme le livre a été écrit un peu rapidement, il sert plutôt à coucher sur le papier des observations sur lesquelles on pourra revenir plus tard et éventuellement les étoffer, les étayer. L'argumentation est un peu moins développée. Par certains moments, elle est presque implicite. Les interviews que Chapoutot a pu faire à l'issue de la sortie de cet ouvrage ont parfois même pu clarifier certains points qui ne sont pas toujours si clairs que ça à la lecture au départ. Le propos en fait est très resserré, très dense. C'est pour ça que j'insistais sur ce format. C'est vraiment un livre court, mais c'est un livre très dense. Parfois presque télégraphique, on passe vraiment d'une idée à une autre en quelques phrases, parce que, voilà, il n'y a pas le temps, quoi. On voit que c'est un livre où il n'y a pas trop le temps, mais il y a quand même besoin d'en parler. Voilà, et donc la démonstration est aussi un peu moins complète que dans certains ouvrages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de qualité dans ce livre, mais c'est pour dire que bon, ça peut pas tout à fait se comparer, ça peut pas se traiter avec la même... avec la même exigence que d'autres ouvrages qui ont vraiment pris du temps pour être développés pendant plusieurs années. Alors, quelle est la thèse de ce livre ? Alors, ce livre défend simplement que le nazisme a été un moment de réélaboration des méthodes de management pratiquées jusqu'à aujourd'hui. En fait, il y a une histoire du management. Le management n'est pas créé par les nazis, mais il se trouve que dans cette histoire, eh bien, il faut voir le nazisme comme un moment de réélaboration, un moment où on s'interroge sur le management. Donc, ça veut dire que Chapoutot ne dit pas que le management est nazi par nature, c'est la première chose. Il ne dit pas non plus que le management est un objet indigne de pensée, mais il défend que la théorie du management, notamment en Allemagne, n'est plus la même avant et après l'avènement du nazisme. C'est plutôt de ça dont il est question. Le corollaire de cette thèse, c'est que le nazisme a encore une actualité, évidemment. Et 6 ans plus tard, ça fait un petit bout de temps que le livre est sorti maintenant, on ne peut, nous, que lui donner raison sur l'actualité du nazisme. Alors, l'exposition de l'ouvrage va s'efforcer de montrer plusieurs choses. En fait, aborder plusieurs questions différentes. Qu'est-ce qui incite les nazis à repenser le management ? En quoi le management nazi est bien l'expression de leur idéologie ? C'est-à-dire en quoi ce management exprime bien des motifs racistes, eugénistes, ethno-nationalistes et darwinistes sociaux ? C'est pas accidentel, c'est pas juste un management qui serait élaboré comme ça par hasard pendant le moment nazi. C'est vraiment un moment, c'est corrélatif, si vous voulez, à leur projet qui par ailleurs est ce qu'on connaît. Il va aussi s'interroger sur comment ce management va se mettre en place sous le nazisme, qui va le mettre en place, de quelle manière, à quelle occasion, et comment ça va perdurer après 1945 et d'après Johann Chapoutot jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière. Et, il faudra évidemment nuancer ce que je viens de dire maintenant. Mais le sous-titre dit bien le management du nazisme à aujourd'hui. Bon, la notion d'aujourd'hui est sujette un peu à débat. Et en tout cas nécessite la nuance au regard même du livre. Alors le fil rouge du livre, ce sera la figure de Reinhard Höhn, qui est un docteur en droit, officier SS, haut fonctionnaire et général des armées sous le Troisième Reich. Donc quelqu'un qui est important dans l'appareil d'État nazi. Après la guerre, dans les années 50, ce monsieur va fonder et diriger une école de management
qui s'appelle l'Académie des cadres de Bad Harzburg, et qui va former 600 000 personnes en présentiel et 100 000 personnes à distance, voilà, entre 1956 et les années 70-80. Voilà, et ce monsieur va mourir en 2000 à l'âge de 96 ans. Et le livre ne consacre véritablement qu'un seul chapitre en fait à la biographie de Reinhard Heune. C'est-à-dire qu'il sert de fil rouge, mais il n'est vraiment pas le cœur du livre. Enfin, il l'est, mais sans l'aide, vous allez comprendre pourquoi. Mais disons, il est important tout au long du livre, parce qu'évidemment, c'est lui qui crée une école de management à la fin. Mais le livre va quand même essayer de montrer que Reinhard Heune est en soi l'expression de quelque chose qui n'est pas seulement la pensée de M. Reinhard Heune, mais qui est vraiment l'expression d'un projet nazi sur lequel les nazis se sont mis d'accord. Voilà. Par ailleurs, donc, j'en profite pour signaler que le livre a 8 chapitres, plus un prologue et un épilogue. C'est pour la structure. L'essentiel du livre travaille à expliquer comment fonctionne le régime et l'idéologie nazie, et en quoi on voit ces logiques perdurer dans les travaux menés par Heune, dans l'après-guerre, d'abord dans l'histoire militaire, et ensuite dans l'enseignement économique. Mais alors je précise immédiatement, quand on dit qu'on voit ces logiques perdurer, ça ne veut pas dire qu'on voit le projet génocidaire perdurer. C'est une des choses sur lesquelles Chapoutot insiste énormément en interview chaque fois qu'il parle de ce livre, c'est qu'il ne faut pas réduire le nazisme à la Shoah. C'est-à-dire que le nazisme, ça n'est pas que la Shoah. C'est-à-dire qu'il y a un projet politique aussi, il y a un modèle de société qu'il s'agit de comprendre, et c'est surtout ça que Chapoutot veut nous faire comprendre. Et donc, quand je dis qu'il y a une logique qui perdure, c'est pas celle du génocide, la logique qui perdure, c'est celle de l'organisation de la société telle que les nazis la pensaient. Voilà. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il dit que la Shoah, ça n'est pas que les nazis. C'est aussi une chose qu'il faut toujours rappeler, c'est que la Shoah, elle nécessite en fait une participation de toute l'Europe. Une participation qui prend des formes différentes d'un pays à l'autre, hein, mais qui a existé effectivement dans tous les pays, y compris en France, rappelons-le. Voilà. Alors, dernier petit point d'avant-propos. C'est un livre qui s'est bien vendu et qui, par conséquent, a déchaîné la colère d'un certain nombre de personnes. C'est un livre qui a été contesté sitôt publié. Et alors pas par n'importe qui, alors par des gens dont la pensée libérale est connue de tous évidemment, mais notamment par un certain nombre de professeurs de management, qui sont d'ailleurs des professeurs plutôt reconnus, enfin des gens qui travaillent dans des institutions d'enseignement reconnues, notamment HEC. J'ai lu un article de quelqu'un de l'EHESS, etc. Donc des gens qui sont quand même dans le milieu universitaire. Alors, il y a des raisons sans doute un peu humaines à sa réaction, puisqu'effectivement, dans cet ouvrage, à plusieurs reprises, il y a des remarques de Chapoutot qui suggèrent une certaine pauvreté d'esprit des managers et un désintérêt général pour la culture, et peut-être que, effectivement, ça a pu motiver un peu plus la colère que les thèses à proprement parler du livre. C'est possible. D'autant qu'il oppose en fait ces managers donc pauvres d'esprit et peu cultivés à des figures plus prestigieuses comme Peter Drucker aux États-Unis ou Henri Fayol en France, et parmi lesquels il inclut aussi Reinhard Heune. Dans le livre, il insiste beaucoup sur le fait que Reinhard Heune c'est quelqu'un de brillant, etc. Peut-être qu'il y a eu un petit aiguillon dans cette affaire, mais il y a des vrais débats qui sont de nature plus historique derrière, et je vais en parler très rapidement. Franchement, j'ai pas eu le temps de faire une recension, donc je prétends vraiment pas être exhaustif ni même extrêmement précis dans ce que je vais dire. Mais donc concrètement, il y a deux reproches systématiques des professeurs de management à l'égard de ce livre. Le premier, c'est que Chapoutot fait du management nazi non seulement un contributeur à la théorie du management, mais carrément une matrice du management contemporain. Donc une matrice, hein, ça vient de mater, la mère, hein, donc ce qui fait naître, hein, ce qui vraiment configure. Bon. Donc quelque part, le management tel qu'on le connaît aujourd'hui, il serait né quelque part dans le nazisme. Donc ça, c'est un reproche qui est fait systématiquement, cette phrase de Chapoutot.
En fait, il considère que le livre n'apporte pas suffisamment d'éléments pour établir une relation théorique, par exemple des citations des ouvrages de Reinhard Heine dans des articles, voilà, ou alors des traductions de ses livres à l'international, ou alors une reconnaissance théorique générale. Donc on lui reproche ça, hein, quelque part de surjouer l'importance de Reinhard Heine. Bon, cette critique, de mon point de vue, semble oublier que Chapoutot insiste quand même bien sûr sur le déclin de la méthode de Reinhard Heine dès les années 70. Donc Chapoutot n'essaie pas de dire que Reinhard Heine c'est vraiment une référence jusqu'en 2025. En tout cas, il ne le dira pas en ces termes-là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut être un peu prudent avec la notion de aujourd'hui. Bon. En tout cas, il y a un débat sur ce point précis. Et le deuxième point sur lequel il y a débat, c'est que Chapoutot présente le fait que la méthode de Bad Harzburg, qui est donc la ville qui reçoit cette fameuse école, a été enseignée à des fonctionnaires de l'administration publique allemande comme une préfiguration du New Public Management, hein, qui est donc une réforme néolibérale de l'État, hein, des administrations publiques, qui a eu lieu dans différents pays, pas toujours avec la même profondeur et pas toujours avec la même violence. Et alors, il y a un article notamment que j'ai lu qui critique et pointe vraiment que des études montrent une faible importation du New Public Management en Allemagne. Et donc ils disent, oui, vous prenez un théoricien allemand qui a eu vraiment de l'importance en Allemagne pour dire que quelque part il serait la matrice du New Public Management, alors qu'en fait c'est pas vraiment une théorie qui se déploie tant que ça en Allemagne. Bon, ils y voient, disons, un problème historique. Hein. Et ce monsieur fait donc valoir l'absence de référence à Reinhard Heine dans les textes fondateurs du New Public Management. Mais, bon, encore une fois, de mon point de vue, l'argument global de Chapoutot, c'est pas tant que tout le monde a lu Reinhard Heine dans le monde, c'est pas vraiment sa thèse, c'est plutôt que certaines facettes de la politique nazie sont tout à fait compatibles avec l'ordolibéralisme allemand, qui est donc cette forme de politique économique typiquement allemande et qui a des parentés avec le néolibéralisme. Bon, là, il faudrait que je vous parle d'un autre livre qui s'appelle « La nouvelle raison du monde », mais je n'ai pas le temps. Et compatible aussi avec l'économie sociale de marché, hein, qui donne lieu à cette fameuse organisation bien connue désormais qu'on nous présente souvent comme mirifique, où des syndicats de patrons et des syndicats d'employés se sont mis d'accord pour baisser les salaires pour être plus compétitifs. Bon, ce genre de choses. Ce que Chapoutot veut nous dire, c'est pas tant que tout le monde a lu Reinhard Heine, mais que la pensée de Reinhard Heine est derrière l'idéologie nazie, elle marche bien quand même avec ces choses-là. C'est vraiment là qu'est le cœur du propos, donc même si on peut faire des critiques sur la notion de New Public Management, il y a sans doute un sujet à creuser. Rapport donc au fait que c'est un livre court et qu'à mon avis, il ne l'a pas écrit pour en faire un point final, mais pour en faire un peu une étape dans des projets de recherche à venir. Alors, on va entrer maintenant un peu dans le propos du livre directement. Donc, ça commence par un prologue, comme dans un livre, ou comme dans un opéra. Et c'est un prologue donc, qui commence par une évidence toute simple, hein, c'est qu'au fond, quand on pense aux cadres nazis, par leur caractère haineux et meurtrier, bon, on pense plutôt à des gens qui sont coupés de notre temps. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il écrit ça en 2020. On n'en est pas encore tout à fait au stade où il y a un génocide en Palestine et où Trump et Milley sont arrivés au pouvoir. Bon, voilà. Et bon, voilà. Et donc, Chapoutot donne plusieurs exemples hein, de ces fameux cadres nazis, avant de s'arrêter sur un cadre en particulier qui est Herbert Backe, qui est donc un secrétaire d'État au ministère de l'Approvisionnement et de l'Agriculture à partir de 1933, et qui participe au plan de 4 ans, donc c'est un plan créé en 1936 par Göring qui prépare en fait la guerre d'expansion. Hein. C'est-à-dire qu'avant 1939, ou même avant 1938, les nazis savent très bien qu'ils veulent faire la guerre et qu'ils veulent en fait envahir l'Europe de l'Est. Ce plan de 4 ans en est un exemple, et donc Herbert Backe participe à ce plan de 4 ans. C'est quelqu'un qui est extrêmement raciste, en particulier envers les Russes, et qui suggère à Göring en 1941 un plan famine
qui prévoit, mais vraiment c'est écrit noir sur blanc, qui prévoit la mort de 30 millions de personnes en prélevant la nourriture des populations soviétiques. Donc on a affaire, vous voyez, à quelqu'un qui est vraiment génocidaire. Il n'y a pas vraiment de débat à avoir dans son mode de pensée. Et donc à ce titre-là, c'est quelqu'un qui n'a pas tellement l'air de notre temps, de notre lieu, pour reprendre une expression que Chapoutot aime bien utiliser. Voilà. Et pourtant, Chapoutot pointe que dans un vadémécum écrit à destination de l'administration, et qui date du 1er juin 1941, donc c'est un texte qui prépare à la colonisation de l'Est et qui prévoit déjà une victoire contre l'URSS. On est dans une époque où les nazis pensent qu'ils vont gagner facilement contre les soviétiques. Eh bien, il s'exprime en termes de performance, en termes d'objectifs à suivre, fixés par des tutelles auxquelles il ne faut pas demander d'aide et auprès desquelles il ne faut pas se plaindre. Il parle d'une élasticité dans les méthodes, laissée à l'appréciation de chacun, et en particulier donc des sous-officiers travaillant sur le terrain. Et évidemment, l'absence de moyens supplémentaires alloués, hein, vous allez devoir faire plus avec moins. Alors, je vous ai mis une petite citation qui est à la page 14, où il dit « En termes militaires, depuis le 19e siècle, cette conception du travail a un nom, c'est l'Auftragstaktik », alors je suis désolé pour mon accent allemand, soit la tactique par la mission ou par l'objectif. Une mission est donnée à un officier qui doit l'accomplir comme il le souhaite et comme il le peut, pourvu que l'objectif soit atteint. Élasticité, on parlerait de flexibilité, d'initiative ou d'agilité aujourd'hui, bon. Performance, objectif, mission, nous voilà en terrain connu. L'allosaure Backe, ce monstre archaïque et lointain en uniforme de SS, réintègre notre temps et notre lieu, car il en emploie les mots, il en utilise les catégories, il en emploie et vit les notions. Voilà, donc ça c'est l'observation de base avec laquelle Chapoutot veut nous faire entrer un peu dans ce livre. Donc leur croyance dessine un monde de gagnants et de perdants. Vous savez qu'aux États-Unis, on s'insulte en disant « you're a loser », t'es un perdant. C'est ce petit côté-là, un darwinisme social, il faut manger ou être mangé, ce genre de choses. Voilà. On pense en termes d'espace à conquérir, on est chez les nazis, donc on pense en termes d'espace à conquérir et de nutrition à assurer, donc c'est aussi leur interprétation du darwinisme social. Nous sommes des espèces en guerre, parce qu'ils pensent qu'il y a des races d'une part, et ils pensent que les races sont comme des sous-espèces d'autre part. Et donc on est dans un cadre de guerre des espèces pour la survie, bon, ce fameux monde nazi, très accueillant. Notre monde est différent du sien en un sens, mais nous avons le même langage. C'est-à-dire que nous, on ne vit pas tout à fait dans un monde qui sort d'une guerre mondiale et qui en prépare une deuxième, voyez-vous. Peut-être une troisième, bon, ça c'est discutable, mais de prime abord, en tout cas en 2020, à l'époque où il écrit, il se dit, bon, on ne parierait pas sur le fait que notre monde est identique au sien, mais pourtant, il y a quand même des mots qui existent et qui se maintiennent. En page 16, il nous dit le management a une histoire qui commence bien avant le nazisme, donc encore une fois, il ne dit pas que le management est inventé par les nazis, mais cette histoire s'est poursuivie, et la réflexion s'est enrichie durant les 12 ans du Troisième Reich. Donc le Troisième Reich est un moment d'élaboration de pensée managériale. Moment managérial, il l'écrit, mais aussi matrice de la théorie et de la pratique du management pour l'après-guerre. Donc c'est là que vous voyez que c'est un peu plus débattu. Alors, la réflexion de Chapoutot se distingue par rapport à une certaine tradition historique, celle qui consiste à envisager le crime de masse comme industrie, l'Holocauste comme une expression de la modernité, qui est une thèse qui est, Chapoutot le signale, par ailleurs sérieusement discutée par les historiens, mais qui n'est pas l'objet de son livre. Donc il le dit tout de suite, bon oui, il y a une tradition qui dit ça, mais quand j'écris ce livre, c'est pas exactement à cette tradition que j'essaie de mobiliser. Il dit l'objet du livre, c'est pas un réquisitoire contre les managers non plus. Je ne suis pas là pour vous dire que les managers sont des gens mauvais. Voilà, l'objet du livre, il est formulé explicitement à la page 19. C'est une très longue citation, je ne vais peut-être pas vous la lire intégralement, mais je vous la reproduis en grand parce que véritablement elle dit beaucoup de choses. Pourquoi, dans quel contexte et pour répondre à quels besoins des nazis ont-ils réfléchi à l'organisation du travail, à la répartition des tâches et à la structuration des institutions dans l'administration publique et dans l'économie privée? Quelle pensée du management ont-ils développé?
que devenait le travail, l'individu, ou encore le service public et l'État dans ces réflexions. Donc vous voyez, Chapoutot vient avec des questions. Il est là pour poser des questions au nazisme et à son rapport au management. Ces questions sont intéressantes en soi car elles versent des éléments à la thèse de la modernité du nazisme. Il dit oui, en un sens, je pourrais contribuer au débat de la modernité du nazisme, mais pas seulement. De son inscription dans notre temps et notre lieu, le monde contemporain, elles deviennent plus intéressantes encore lorsque l'on constate que la conception nazie du management a eu des prolongements et une postérité après 1945, en plein miracle économique allemand, que d'anciens hauts responsables de l'ASS en ont été les théoriciens, mais aussi les praticiens heureux, réussissant une reconversion aussi spectaculaire que rémunératrice. Et alors là, vraiment, j'arrive à un truc qui est très important sur le plan de la méthode. Notre propos n'est ni essentialiste, ni généalogique. C'est-à-dire que c'est pas essentialiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire voilà quelle est l'essence du management, voilà quelle est sa nature, voilà ce qu'il est. Voilà, je vais pas. Il nous dit clairement, je ne suis pas là en train de vous dire quelle est la vérité du management. Ce qui explique pourquoi les critiques qu'il a essuyées sont un peu à côté de la plaque, parce que beaucoup lui ont reproché de dire que les managers étaient des nazis. Ben là, non, il dit mon propos n'est pas essentialiste. Voilà, il n'est pas non plus généalogique. C'est-à-dire qu'il ne prétend pas exprimer la naissance ou la genèse de quelque chose. Il n'est pas là pour élucider comment a pu naître quelque chose. Il ne s'agit pas de dire que le management a des origines nazies, c'est faux, il lui préexiste de quelques décennies, ni qu'il est une activité criminelle par essence. Nous proposons simplement une étude de cas qui repose sur deux constats intéressants pour notre réflexion sur le monde dans lequel nous vivons et travaillons. De jeunes juristes, universitaires et hauts fonctionnaires du Troisième Reich ont beaucoup réfléchi aux questions managériales, car l'entreprise nazie faisait face à des besoins gigantesques en termes de mobilisation des ressources et d'organisation du travail. Ils ont élaboré paradoxalement une conception du travail non autoritaire, où l'employé et l'ouvrier consentent à leur sort et approuvent leur activité dans un espace de liberté et d'autonomie, a priori bien incompatible avec le caractère illibéral du Troisième Reich. Une forme de travail par la joie, Durchfreude, qui a prospéré après 1945 et qui nous est familière aujourd'hui, à l'heure où l'engagement et la motivation et l'implication sont censés procéder du plaisir de travailler et de la bienveillance de la structure. Alors pour rappel, il y a quelques années de ça va faire 10 ans maintenant, Frédéric Lordon publiait un bouquin sur Marx et Spinoza et sur la question du désir, et dans laquelle il terminait en parlant du capitalisme waouh, donc sur le capitalisme où on est heureux de travailler, etc. Bon, vous voyez que Chapoutot dit, c'est curieux, parce que les nazis, c'est déjà ça qu'ils veulent faire. C'est curieux. Voilà. Donc on est sur un point de départ qui est... C'est une étrange curiosité, il faut l'élucider, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dedans, pourquoi est-ce que ça nous rappelle des choses, dans quelle mesure est-ce que c'est proche, dans quelle mesure est-ce que ça ne l'est pas tant que ça. Donc voilà, on a ici un cadre de réflexion. Bien, alors on arrive, vraiment je vous ai fait le prologue de très très près, mais il faudrait que j'accélère un petit peu, disons. Mais voilà, on va passer tout de suite à la première partie, donc, qui s'intitule « Penser l'administration du Grand Reich ». Donc là, Chapoutot va plutôt contextualiser dans quelle situation historico-politique on se trouve quand les réflexions sur le management apparaissent dans le nazisme. Bon, dans ce chapitre, Chapoutot va montrer que la réflexion sur le management produite par le nazisme vient du cœur de son administration, c'est-à-dire qu'elle vient vraiment des intellectuels organiques. C'est une chose très rigolote, Guillaume Erner de France Culture avait quand même à l'époque répondu à Chapoutot que Carl Schmitt était un intellectuel organique du nazisme et qu'il n'avait pas parlé de ça, alors que c'est pas vrai du tout. Carl Schmitt a été encarté, c'est vrai, mais il n'est pas du tout un intellectuel organique, ce qui fait déjà pas partie des organes du nazisme. C'était pas un haut fonctionnaire, Carl Schmitt. C'était pas quelqu'un qui avait été intégré dans l'administration nazie. Il a essayé, mais il n'y est jamais parvenu. Donc c'était quand même assez ridicule de venir avec ce genre de critique. Voilà, donc là, en l'occurrence, ce premier chapitre, c'est ça qu'il veut montrer, que Reinhard Höhn, mais d'autres aussi, sont vraiment des gens qui participent à l'administration nazie, la pensent et la créent véritablement. Et il s'agit de montrer aussi que ça participe à un projet politique central au nazisme.
c'est-à-dire la constitution d'un empire millénaire par la colonisation des territoires à l'Est, laquelle implique l'organisation consciente et préméditée d'un meurtre de masse aux motivations racistes et eugénistes. Voilà. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que c'est pas un accident de la pensée nazie, c'est vraiment, ça fait partie de leur projet. Voilà. C'est pas, si vous voulez, la pensée managériale nazie n'est pas immédiatement génocidaire, mais ce sont aussi des raisons génocidaires qui motivent à cette réflexion. C'est ça qui se montre dans ce premier chapitre. Donc d'abord le contexte, avec le Troisième Reich viennent des changements d'échelle fulgurants, un accroissement fulgurant de l'armée par exemple, dont l'effectif est multiplié par 50 en quelques années, de 1933 à 1942, donc d'un coup ça change un petit peu déjà la disponibilité de main-d'œuvre par exemple. Et puis il y a une expansion territoriale avec la guerre soudaine, avec les conquêtes européennes, et encore accru par la perspective d'une victoire contre les Russes en 1941. À cette époque-là, les nazis sont encore convaincus que les Russes, on va les balayer en 6 semaines et qu'on va passer à autre chose. Et alors du coup, ils se rendent compte d'une chose, c'est qu'on a besoin de cadres, tout simplement. Donc il y a de nombreuses opportunités de carrière qui se créent. On peut prendre l'exemple de Rommel, qui est bien connu. Rommel qui passe de capitaine à maréchal en l'espace de 10 ans. Vous imaginez un petit peu l'ascension fulgurante. Voilà. Et puis, ça pose aussi un problème, en un sens, c'est que s'il y a plus d'espace à couvrir et que, par ailleurs, on a moins de monde pour l'administrer, on est obligé de changer un peu nos méthodes administratives. Parce que les capacités de travail étant les mêmes, même si on pousse un peu les gens à se motiver à travailler plus, ils ne peuvent pas faire de miracle non plus, donc il faut qu'on pense un système qui peut gérer, qui peut administrer cet empire qu'on est en train de créer, quoi. Donc ça pose le contexte, et puis juste après, Chapoutot va poser les agents, c'est-à-dire qui va s'occuper d'y réfléchir. Et il se trouve que la République de Weimar, qui est donc la République que le nazisme assassine à la fin, mais comme le montrent les irresponsables, ils ne sont pas seuls dans l'affaire. Bon, en tout cas, la République de Weimar a beaucoup participé à l'essor universitaire. C'est-à-dire que concrètement, elle a formé des jeunes cadres ambitieux et cultivés, mais elle a aussi un autre problème, à cause de la crise de 29 notamment, c'est que ces jeunes cadres ambitieux et cultivés, c'est des doctorants promis au chômage. C'est des gens qui ont des hauts diplômes, mais ils n'ont pas de boulot. Tout simplement. Et ces gens-là, ils vont intégrer le NSDAP en 1933. Et ils vont être directement incorporés au SS. Vous savez qu'il y a les sections d'assaut, les SA, et puis les SS, les sections spéciales. Et lors de la nuit des longs couteaux, les SS vont liquider un certain nombre de cadres de la SA, parce que c'était ceux qui croyaient le plus au versant socialiste du national-socialisme. Petit rappel pour ceux qui croient que le national-socialisme est socialiste. Quand vous êtes socialiste au sein du national-socialisme, vous êtes assassiné à la fin. Bon, c'est ce qu'il faudrait rappeler. Voilà. Et donc ces jeunes cadres vont gravir les échelons, et ils ne vont pas faire que ça, ils vont fonder des revues, ils vont participer à l'élaboration des politiques racistes. Alors on peut prendre l'exemple de Reinhard Höhn, qui est donc un jeune docteur, il est professeur des universités, il est officier supérieur de la SD, alors la SD c'est le service de sécurité de la SS. Donc c'est les gens qui dirigent la SS, si vous voulez. Voilà. Alors lui, par exemple, de 41 à 43, il dirige une revue qui s'appelle Reich, Volksordnung, Lebensraum. Alors, je vous le traduis, c'est Empire, Ordre racial et espace vital. Tout un programme, enfin tout est dans les termes, on va créer un empire, d'accord, pour établir un ordre racial, d'accord, et donc il faut qu'on administre cet espace vital pour que la race allemande puisse proliférer. C'est à peu près ça l'idée, donc on est bien dans le cœur de l'idéologie nazie. Et alors, pourquoi de 41 à 43 cette revue ? Parce que 41, c'est l'espoir de l'avènement du Grand Empire, et 43, c'est la mort de cet espoir, c'est le moment où on constate que ça ne va pas être possible. C'est le moment où on se rend compte que la guerre, elle est perdue. Bon. Donc la revue publie beaucoup à ce moment-là, et notamment sur la fonction publique du Grand Empire à venir. Et alors, parmi les contributeurs, outre Reinhard Höhn lui-même, on trouve un autre cadre qui s'appelle Wilhelm Stuckart, qui est né en 1902, qui a 31 ans en 1933, qui est juriste aussi, qui est aussi docteur en droit, qui lui adhère au NSDAP en 22,
Il adhère au NSDAP en 1933, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais lui, dès 1922, il est avec le NSDAP, avec les nazis. Il est d'ailleurs conseiller juridique du parti, hein, il défend les miliciens en procès pour violence politique. Bon, moi, ça me rappelle un peu Bruno Chatillon, le bras droit de Marine Le Pen, qui défendait des gens du GUD il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, voilà. Et donc en 1933, ce monsieur, il est directeur d'administration centrale, puis il va devenir secrétaire d'État au ministère de l'Éducation, d'accord. Puis en 1935, il devient secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, d'accord. Et il prépare deux lois antisémites du Reich, celle d'avril 1933, qui est la loi de restauration de la fonction publique allemande, qui exclut les ennemis politiques et les juifs de la fonction publique. Et il va aussi créer la loi de septembre 1935, dite les lois de Nuremberg, hein, c'est-à-dire les lois qui retirent la nationalité allemande aux juifs et les interdits de rapports sexuels avec les non-juifs. Donc ce monsieur, il est au cœur, d'accord, du projet nazi. On ne peut pas faire plus au cœur que ça, d'accord. Voilà. Et donc ce monsieur, qui se présente comme un spécialiste de l'arianité et de l'arianisation, en 1938, il rédige des textes qui incorporent l'Autriche à l'Allemagne. En printemps 1939, il écrit le texte qui règle le statut de la Bohème-Moravie. Et en automne 1939, il écrit les textes qui règlent le statut de la Pologne. Donc ce monsieur-là, il est totalement investi dans le génocide, dans la perte de droits des Juifs, dans la conquête, la constitution de l'Empire. Voilà, on est vraiment, on peut pas être plus clair, quoi. On est au cœur du truc. Voilà. Si Chapoutot insiste tant ici, c'est qu'il s'agit de montrer que la pensée managériale nazie vient du cœur du nazisme, de son noyau dur, par les mêmes qui organisent la guerre et le génocide. Il n'y a pas de coupure, hein, ils ne sont pas dans le pourtour, ils sont au cœur du machin. Et donc il y a besoin d'un travail de traduction, notamment des termes allemands, pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Donc Wilhelm Stuckart, il écrit en tant que spécialiste de l'administration et du grand espace. Le grand espace, c'est le Großraum. Et il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Alors il écrit pour résoudre les problèmes de manque de ressources humaines, Menschenmaterial, le matériel humain, donc le matériau humain, donc les ressources humaines. Il écrit non seulement pour pointer qu'il y a un manque de ressources humaines, mais que ce manque est en accélération. C'est qu'il y a un accroissement des besoins militaires, donc un enrôlement des fonctionnaires dans l'armée, et du coup ça donne une pénurie administrative. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas assez de monde, déjà de base pour faire la chose, mais on en a de moins en moins. Et il prévoit un peu l'accroissement de l'espace administré. Et donc il se dit, oulala, il y a un problème, il tire la sonnette d'alarme, et en 1941, il plaide auprès d'Himmler pour une transformation de la fonction publique allemande pour la guerre, mais aussi pour la paix à venir. C'est-à-dire, il s'agit de dire, oui, pour se battre, on va avoir besoin de s'y prendre autrement, mais de toute façon, pour administrer après, quand on aura gagné, qu'on aura créé notre empire millénaire, on aura toujours on aura toujours le même problème, en fait. Voilà, c'est un joli texte qu'il lui envoie d'ailleurs pour son anniversaire, pour les 40 ans d'Himmler. Un moment formidable, n'est-ce pas? Et alors, là, il emploie des termes qui sont très intéressants. Hein. Il dit qu'il faut faire plus avec moins, qu'il faut changer les pratiques pour faire mieux. C'est un texte prescriptif, mais vague, où il parle d'élasticité, qui est l'ancêtre de la souplesse, où il parle de la joie au travail, de la proximité à la vie, à la vitalité. Bon, il y a un vitalisme constant chez les nazis, hein, il faut laisser la vie s'exprimer, etc. Et puis évidemment, il faut laisser une initiative créatrice des fonctionnaires. Il faut que les administrateurs de ce grand empire ils puissent choisir un petit peu comment ils vont s'y prendre pour faire ce qu'on leur demande de faire, tout simplement. Donc on parle d'un vaste espace de responsabilité personnelle, de devoirs propres, d'initiatives individuelles. Et donc Chapoutot souligne les paradoxes d'ailleurs de cet appel à ce qu'ils appellent, eux, la liberté germanique. J'ai une petite citation, page 27, hein, c'est la liberté d'obéir aux ordres reçus et d'accomplir à tout prix la mission confiée. C'est-à-dire vous êtes vachement libre, puisque vous ne choisissez pas ce que vous faites, mais vous avez le droit de vous prendre la tête autant que faire se peut pour que ça fonctionne, et pour que ce soit fait. Bon. Donc, cette étrange liberté germanique hein, qui est proposée par Stuckart, en fait, elle relève d'un transfert de compétences, mais pas d'autorité. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'autorité de votre supérieur, mais vous avez, dans une certaine mesure, ses compétences. Vous avez le droit de décider certaines choses que d'habitude, c'est le supérieur qui décide. Voilà. Donc c'est un étrange système de centralisation décentralisée. On parle de Führerstaat, hein, de travailler en vue du Führer. Voilà. L'impulsion est verticale, c'est-à-dire le Führer dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose,
Elle est soumise à sa volonté, hein, c'est lui qui dit qu'il faudrait plutôt qu'on travaille dans telle direction, mais tout ce qui peut s'organiser en autonomie est décentralisé. Si vous pouvez, comment dire, si vous pouvez accomplir ce qui est demandé par des voies détournées qu'on n'avait pas envisagées au départ, ben, faites-le, c'est très bien. Donc il s'agit de promouvoir un principe de subsidiarité qui soulage l'administration centrale et confère une large marge d'appréciation et d'action aux échelons locaux, aux administrateurs de terrain. Et alors c'est une conception qui est étrange, hein, c'est la liberté germanique, donc c'est une conception ethno-nationaliste de la liberté. Wilhelm Stuckart prétend que cette liberté allemande n'existe pas, par exemple, dans l'administration française. Voilà, c'est pas possible, c'est racial, vous voyez, cette affaire. La liberté germanique, elle est forcément une expression raciale, mais qui s'exprime quand on fait disparaître l'administration. Alors, ce sont les deux raisons pour lesquelles ça ne peut pas exister dans l'administration française. Déjà parce que les Français ne sont pas tout à fait ariens, parce que pour les nazis, les Français sont un peu mélangés avec des Juifs. Donc déjà, ça ne va pas très bien pour eux. Mais en plus de ça, ben, ils ont une administration qui les empêche d'être libres. Voilà, donc il faudrait casser l'administration, hein. Il faudrait qu'on simplifie, hein. Il faudrait qu'on simplifie l'administration française. Je ne sais pas si ça vous rappelle des choses, mais en tout cas, on est dans un discours que les libéraux tiennent aussi d'une autre manière. Alors, bon, il va citer aussi Walter Lars. Bon, il cite plusieurs personnes, je vais aller un petit peu plus vite, je vais faire quelques pas de géant, mais vous voyez bien que là, on est dans une situation où des gens commencent à se dire, bon, on va avoir un grand empire, un nouvel ordre racial, il faut qu'on simplifie l'administration, il faut qu'on fasse un truc plus simple, qui soit en adéquation avec la liberté germanique, et ça va passer à grands coups d'élasticité, de joie au travail, de proximité à la vie, d'initiative créatrice, cette espèce d'étrange transfert de compétences, hein, cette liberté un peu paradoxale où on est libre, mais libre d'obéir. Je vais avancer parce que vraiment, je suis qu'au début du livre. Je vais manquer de temps. Enfin, bon, en tout cas, vous avez déjà une petite esquisse. Hein, vous voyez bien que là-dedans, ce qui se joue, c'est vraiment comment dire, des travaux juridiques qui prévoient une réforme fondamentale de l'administration en vue de gérer le grand empire. Et donc, ils en viennent à une conclusion très simple qui est que l'État n'est peut-être pas l'outil le plus adapté pour gérer ce grand empire. Parce qu'il va falloir faire plus avec moins et que peut-être que l'État il n'est pas conçu pour ça. Et donc le deuxième chapitre va nous expliquer ça dans le livre, c'est-à-dire quel est le rapport des nazis à l'État. Il s'intitule « Faut-il en finir avec l'État ?» Spoiler alerte, oui. Pour les nazis, il faut en finir avec l'État. Ce qui veut dire que les nazis sont plus radicaux en termes de libéralisme que les néolibéraux, par exemple. Parce que les néolibéraux ont tendance à dire, ben si, il faut quand même un État régalien, mais il faut qu'il n'intervienne pas du tout dans la question économique. Alors les néolibéraux aiment bien dire que en fait, les nazis sont des socialistes parce qu'ils seraient interventionnistes sur l'économie. C'est vrai dans une certaine mesure, mais pas tout à fait. En tout cas, pas tout à fait quand on les lit. C'est pas tout à fait leur objectif. Ce qui est certain, c'est que les nazis disent qu'il faut se débarrasser de l'État de façon générale. C'est d'ailleurs pour ça que moi, ça m'a frappé en lisant ce livre. Hein, ça me fait penser à la pensée libertarienne. Hein, la pensée libertarienne qui fonctionne très bien. Chez les patrons de la tech, hein, dont Elon Musk fait partie. Donc, on est déjà dans cette parenthèse de pensée. Hein. Voilà. Alors, il se trouve que donc les nazis malmènent l'État. Ce sont des anti-étatistes convaincus. Alors, ils le sont sur le plan théorique, c'est ce que va expliquer Chapoutot dans un premier temps. Ils opposent par exemple l'État au parti. Donc, en fait, le parti fait mieux les choses que l'État, si vous voulez. Le parti, c'est un mouvement Bewegung, voilà. Alors que l'État, c'est un status, hein, c'est une institution stable et statique. On oppose un droit nordique, qui serait donc cette expression raciale hein, de la liberté allemande, au droit romain, qui lui serait plutôt justement un arrêt de cette liberté, etc. En fait, le droit nordique serait sans État, ce seraient des tribus respectant les lois de la nature et de la vie, l'instinct, les pulsions vitales, alors que le droit romain, ce serait plutôt le fruit d'une dégénérescence raciale. Le code justinien fixe une norme abstraite et écrite. Bon voilà, les juifs c'est le peuple de la loi, hein, donc si forcément c'est écrit et que c'est abstrait, c'est forcément juif. Bon, on est dans cet état d'esprit. Il se trouve que dans la vision de l'histoire qu'ont les nazis, les juifs ont imposé à travers le christianisme une notion, une norme d'égalité des hommes et d'universalité de la norme, hein, du fait qu'elle s'applique à tous et à toutes
donc indifféremment des différences raciales telles que les pensent les nazis. Et donc pour eux, c'est un dogme mortel pour les Germains, qui, quelque part, l'avènement de l'État pour les nazis, c'est une catastrophe. Voilà, ils relisent l'histoire en disant le moment où l'État se constitue, alors souvent, là on parle de l'État au sens moderne, donc c'est l'État tel qu'il commence à apparaître au XVIe, au XVIIe siècle, où on essaie de créer des institutions politiques qui, d'une part, se distinguent de l'ordre religieux. Hein, on se sépare de l'autorité du pape. Et d'un autre côté, on est dans une situation où eh bien, on essaie quelque part de casser les corps intermédiaires. Hein, c'est ce qui va se passer en tout cas en France, notamment avec Richelieu. Bon, ce moment-là, les nazis disent « Ah, c'est une catastrophe pour les Germains, c'est mortel, c'est mortel. » L'État est souvent associé à la mort pour les nazis. Hein. Les nazis sont obsédés par cette idée qu'on est en péril de mort, on est en danger de mort. Il faut faire quelque chose pour s'en débarrasser. Et alors, il se trouve que cette espèce d'état d'esprit, on le trouve par exemple dans le cinéma nazi qui a souvent tendance à opposer le héros à l'administrateur. L'adversaire, l'antagoniste principal du héros dans le film, c'est l'administrateur. Le héros, c'est l'expression du génie et de la volonté, alors que l'administrateur, c'est le dogmatisme borné au respect de la loi. Si vous respectez la loi, quelque part, vous empêchez les grandes choses d'advenir. Et les nazis vont dire, oui, en fait, on va peut-être pas se débarrasser de l'État tout de suite, on peut voir l'État comme un moyen. Le problème, c'est que, en fait, on serait dans un modèle juif, entre guillemets, qui verrait l'État comme une fin. Donc les nazis disent, nous on tolère l'État comme un moyen dont la fin serait la race et son expansion, mais l'État comme fin on n'en veut pas parce que c'est forcément la destruction de la race, c'est un péril mortel. Donc la perpétuation de la race est plus importante que la perpétuation de l'État, donc on oppose deux types de fins, hein, une fin biologique concrète et une fin administrative abstraite. On joue un peu théoriquement dans cette espèce de dualité. Et donc ça c'est pour la partie théorique des attaques contre l'État, mais il y a une partie pratique des attaques contre l'État. Alors notamment donc, dans les années 40, le politiste Friedrich Neumann trouve que les pratiques du régime nazi sont assez paradoxales. Et c'est un sentiment qui est partagé aussi par de nombreux historiens qui par la suite vont étudier le nazisme. C'est que ce monsieur donc, constate que le Troisième Reich se donne des apparences de l'ordre le plus strict. C'est-à-dire que quand vous dites les nazis, souvent les gens imaginent des colonnes qui ne marchent pas, quoi, hein, c'est à peu près ça, en étant bien ordonnés, etc. Alors que, de fait, quand on regarde l'appareil politique, il fonctionne plutôt comme un système instable et chaotique. C'est très mouvant et c'est très bordélique, en fait, le nazisme. Alors bon, Chapoutot insiste sur les images de l'ordre qui sont bien connues dans le cinéma de Leni Riefenstahl, les films de propagande. Le triomphe de la volonté, ce genre de choses, où on voit toujours les choses en grand, avec des gens bien ordonnés, bien rangés, des formes très géométriques, etc. L'architecture néoclassique, un imaginaire de mise en ordre géométrique, alors qu'en fait, dans le Troisième Reich, c'est un peu l'inverse de la République de Weimar. Hein. Bon, et... Enfin... J'ai un peu tort en disant ça, j'ai mal lu mes notes, mais je vais... Bon, oubliez ce que j'ai dit. Ce que je voulais dire plutôt, c'est que le Troisième Reich se présente comme l'inverse de la République de Weimar, en disant que la République de Weimar, c'était le désordre. Ça, c'est un propos qu'on trouve aussi chez Pétain. Hein. Pétain aimera dire, en fait, Blum, le Front populaire, c'était le désordre, c'était le chaos, parce que forcément Blum est juif. Et nous, on va remettre de l'ordre avec travail, famille, patrie. Vous avez tous vu les affiches de propagande où l'État repose sur des colonnes, hein, qui sont vraiment le travail, la famille, la patrie, et c'est en ordre géométrique. Hein. Voilà, bon, c'est cette idée-là, on oppose la République au Troisième Reich par cette idée qu'on va rapporter l'ordre, on va mettre fin au chaos de la démocratie. Voilà, ein Volk, ein Reich, ein Führer, disait-il. Hein. Voilà, c'est-à-dire un peuple, mais Volk, c'est Chapoutot systématiquement dit non, il ne faut pas dire peuple, il faut dire race, parce que c'est pensé de façon ethno-raciale, enfin ethno-nationale. Ein Reich, donc c'est un empire, et puis Ein Führer, donc c'est le dirigeant. Chapoutot dit, vous voyez bien que la devise nazie ne dit pas Ein Staat, elle ne dit pas un État. Donc c'est une image d'ordre qui est rassurante, mais quand on regarde dans son versant positif, le régime il relève plutôt de l'improvisation permanente et chaotique. Déjà parce qu'il y a une multiplication des instances de décision.
C'est-à-dire qu'en plus de l'appareil d'État et du parti qui fait concurrence à l'appareil d'État, eh ben, parce que le parti, par exemple, a ses propres milices. Voilà, donc on n'a pas besoin de l'État pour la police, la milice le fait très bien hein, pour ce genre de choses. Eh ben, on voit aussi apparaître d'autres organes encore, des institutions, des agences ad hoc, et ça prolifère, il y en a plein. Ce qui fait qu'il y a des conflits constants de compétences et d'autorité, et qui s'aggravent encore plus avec la guerre. Alors, un exemple que donne Chapoutot, c'est au fond, qui administre les territoires conquis à l'Est? Alors, pour le cas de la Pologne, Chapoutot compte 8 instances différentes. Par exemple, il y a la Wehrmacht, c'est l'armée. Bon, oui, effectivement, ils ont conquis, ils occupent. Bon, jusque-là, ça fait sens. Mais il y a aussi la police et les milices du parti, qui viennent assurer l'ordre. Mais il y a aussi le ministère de l'Est, qui a la responsabilité de l'organisation administrative de ces territoires. Mais il y a aussi le ministère de l'Agriculture en charge de l'approvisionnement du Reich, qui donc pille régulièrement les ressources du pays, et qui donc de temps en temps arrive et dit « bon ça je le prends ». Oui, mais on en a besoin, tant pis, débrouillez-vous, nous on va le prendre. Ah bah non, enfin vous voyez, il y a des querelles. Il y a encore Göring et son plan de 4 ans, parce que Göring il a fait son plan, il sait comment la guerre doit avancer, etc. Donc il a peut-être choisi d'utiliser le territoire de la Pologne d'une certaine manière et pas d'une autre. Il y a les Gauleiter du parti, alors ouais, je ne vais pas trop vous raconter ça. Il y a le ministère de l'Armement en quête de main-d'œuvre, hein, qui évidemment va aller chercher des gens et dire bon, désolé, on va les prendre parce qu'on a besoin de petites mains pour fabriquer les armes. Et puis il y a Goebbels. Goebbels qui est à l'époque, qui sera responsable plénipotentiaire de la guerre totale. C'est un vrai titre, en 1943. Donc du coup, il a tous les pouvoirs, hein, il vient de le dire, il est responsable plénipotentiaire hein, de la guerre totale. Donc du coup, il peut faire ce qu'il veut. Bon. Et chacun agit en même temps, chacun a ses propres plans, qui ne sont pas les mêmes. Et ces plans peuvent entrer en conflit. Donc toujours à l'Est, hein, il y a une incohérence du rapport à la population, par exemple. Himmler, lui, pratique une guerre raciale. Il dit, les Slaves, c'est des sous-hommes, on va les tuer, puis on va les dégager. C'était ça le plan, c'est ce qu'on va faire. Bon. Le ministère de l'Est, lui, il veut traiter aimablement les populations qui soutiennent l'Allemagne par anti-stalinisme, qui n'aiment pas les soviétiques, et qui disent, quand même, les Allemands, ils nous protègent les soviétiques. Bon, le ministère de l'Est, il dit, il faut travailler avec eux, ça va stabiliser un peu les choses, ça va faciliter notre implémentation. Et puis l'armée, elle recrute carrément. Elle dit venez vous battre avec nous, oui, mais le problème c'est que il y en a un qui dit venez vous battre avec nous et puis l'autre il les assassine. C'est un peu compliqué. Quoi. Donc il y a des conflits de personnes, parce que c'est des gens qui sont très ambitieux par ailleurs, hein, donc ils veulent tous avoir l'oreille du Führer, etc. Donc ils passent leur temps à se faire des crocs en jambes, etc. Ils se détestent au possible. Mais il y a aussi des conflits de principe. Ils ne sont pas tout à fait d'accord sur ce qu'on va essayer de faire, en fait. Et comment on va le faire. Ce qui entraîne des pertes de temps constantes, parce qu'on fait un truc, et puis on l'arrête, puis on recommence, etc. Et donc aussi perte d'énergie, perte de moyens. Hein. Le nazisme est très dispendieux, très bordélique, très chaotique. Voilà, tout en prétendant rapporter l'ordre, hein, ramener l'ordre, évidemment. Voilà, et du coup, ça va tellement loin que quand le Troisième Reich est envahi, on ne sait pas qui a la charge de la protection des civils. Très intéressant, hein. Ces gens-là vont nous protéger, bien sûr, mais c'est juste qu'ils ne savent pas qui va le faire chez eux, c'est un problème. Bon, les hiérarques se détestent, sont constamment en concurrence, seul Hitler peut trancher, du coup il y a une lutte pour ses faveurs, hein, ce qui fait qu'il y a un immense pouvoir de son secrétaire, Martin Bormann, qui décide avec qui Hitler a rendez-vous. Ce qui fait qu'ils font tout pour être bien vus du secrétaire. C'est quand même ce serait très mignon si ce n'était pas des assassins. Bon, et donc ça c'est un paradoxe de ce qu'on appelle finalement la polycratie quand on étudie le nazisme. C'est qu'en fait, il n'y a pas un pouvoir, il y en a plein. Il y en a plein tout le temps et qui se tapent dessus constamment pour essayer de faire ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas la même chose. Alors du coup, Chapoutot s'intéresse beaucoup aux interprétations qu'on a pu proposer de la polycratie nazie, puisque c'est pas nouveau en fait, la polycratie, c'est bien connu des historiens, mais ils ne sont pas tous d'accord sur le sens à lui donner. Donc une interprétation, c'est la précipitation, qui aurait une espèce de fébrilité. Hein, je vous l'ai dit, les nazis sont toujours convaincus que c'est une affaire de vie ou de mort, qu'on va tous mourir si on fait rien, etc. Donc il y a un côté très précipitation, conviction de devoir rattraper un retard historique. Il y a aussi d'autres gens qui ont souligné un côté un peu féodal, un certain féodalisme hitlérien, où on a l'impression d'avoir affaire à des baronnies qui sont en concurrence, un petit peu comme au Moyen-Âge. Et puis d'autres pointent du doigt qu'il faudrait plutôt penser ça comme un darwinisme administratif.
Ce serait un darwinisme social, mais appliqué à l'administration. Une espèce de concurrence d'organes parallèles affectés aux mêmes missions et aux mêmes territoires, et que survive le meilleur. Voilà. C'est à peu près la façon de lire. Alors là, Chapoutot est très intéressé par cette façon de lire, il va plutôt s'y accrocher. Il va donc nous expliquer un peu plus en quoi ça consiste, ce darwinisme administratif. Bon, en fait, il a plusieurs rôles. C'est que d'un certain côté, il y a un rôle évidemment d'exécution des ordres du Führer, c'est-à-dire que le Führer dit qu'il faudrait faire quelque chose, mais il le dit vaguement, et puis les gens, du coup, se prennent la tête à se dire comment on va faire. Bon, par exemple, le génocide, Hitler dit ouais, il faut génocider, c'est très bien, mais comment on va faire? Eh ben, c'est une vraie question que se posent les gens. C'est aussi terrible que ce soit, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Donc déjà, il y a la partie exécution des ordres, mais évidemment, la concurrence qu'il organise nourrit également une dynamique d'escalade par le biais de l'interprétation des ordres le plus radicale possible. C'est-à-dire qu'il y a un étrange phénomène d'escalade de la violence dans le nazisme, alors notamment dans le génocide, mais pas seulement. Là, Chapoutot montre bien que c'est général en fait dans l'administration. C'est que Hitler dit des trucs vaguement. Tous les différents organes sont en concurrence, et pour bien se faire voir du Führer, ils essaient de le réaliser de la façon la plus radicale possible, en montrant que ouais, moi je suis allé plus loin que les autres, vous voyez, je suis plus digne de confiance, etc. Et donc Hitler avait tendance derrière à dire « Ah, mais c'est vachement bien, allons plus loin encore ». Vous voyez, et donc du coup, oui, il y a une surenchère permanente, une espèce de cercle vicieux et infini. Donc ça transforme des ordres vagues en initiatives locales. Les initiatives les plus radicales obtiennent l'approbation du pouvoir central, ce qui entraîne une logique de radicalisation cumulative. Et ça se résume en un seul concept qui est travailler en direction du Führer. Den Führer entgegenarbeiten. Excusez-moi encore une fois pour mon allemand très approximatif. Bon, donc la polycratie, elle a une place logique dans la vision du monde nazi. Si vraiment on la comprend comme un darwinisme administratif, ça marche très bien, effectivement. C'est une désorganisation permanente et qui lutte, et une lutte, si vous voulez, de chacun contre tous, entre les races comme entre les services administratifs. Et c'est une manière de faire émerger des solutions les plus rapides et les plus radicales. Donc la polycratie est théorisée par des juristes et des hauts fonctionnaires en même temps qu'elle s'applique. Il y a une espèce de nœud théorico-pratique du nazisme. La ligne d'horizon, c'est un discours de dévalorisation de la notion de l'État. Donc l'État, c'est une juiverie, donc par essence inférieure à l'échelle civilisationnelle et raciale formée par les nazis. L'État, c'est un moyen pour la race dont la fin est la vie biologique. L'État est donc subalterne. Mais par ailleurs, il y a aussi une haine des fonctionnaires et des magistrats, qu'ils appellent les appareilleurs de l'État. Il y a carrément des lois qui vont mettre au pas les fonctionnaires. Dans la sphère judiciaire, en 1933, la police peut envoyer en camp de concentration un détenu relaxé par le tribunal. Imaginez le truc, quelqu'un a droit à un procès, le tribunal dit « Bon, non, vous n'êtes pas coupable », et puis la milice arrive et dit « Si, vous êtes coupable ». Enfin, je dis la milice, mais en fait c'est la police, mais bon... C'est pas mieux, voyez-vous. En 1942, le chancelier peut renvoyer tout fonctionnaire ou magistrat jugé trop procédurier ou vétilleux à répondre à l'urgence historique et biologique. Autrement dit, vous n'êtes pas allé assez vite, le Führer a décidé que... voilà. On va se passer de vos services. Donc il y a une espèce de perte de prééminence concrète de l'État dans ses discours et dans ses pratiques. C'est-à-dire que non seulement on a désorganisé les services et on a créé ce darwinisme administratif, mais en plus de ça, on part du principe que c'est pas vraiment à l'appareil d'État de décider. Même des gens qui sont en position d'incarner l'appareil d'État, s'ils font pas ce que le Führer a dit, ils dégagent. C'est aussi simple que ça. Voilà, et tout ça, ça va se mélanger avec des théories de l'agence qui ne sont pas nouvelles en 1941, qui datent en fait du 19e siècle. Donc les théories de l'agence sont des théories qui considèrent que toutes les missions publiques doivent peut-être pas être assumées par l'appareil d'État. On peut peut-être créer des agences qui sont là pour répondre à une mission particulière. Donc c'est pas nouveau en 1941, mais... chez les nazis, c'est vraiment utiliser les agences comme une façon de saper l'appareil d'État. L'objectif, c'est vraiment de le faire s'effondrer à terme. Là, il y avait tout un passage sur Reinhard Höhn, sa façon de participer à ce débat, et la façon dont il va poignarder dans le dos Carl Schmitt, parce que Reinhard Höhn est un proche de Carl Schmitt qu'il va trahir,
il va participer à mettre Carl Schmitt de côté parce que justement Carl Schmitt est plutôt quelqu'un qui valorise la notion d'État et qui veut utiliser l'État, alors que justement le cœur de l'appareil nazi est plutôt convaincu que l'État c'est pas une bonne chose, il faut s'en débarrasser. Et ils vont se débarrasser de l'État et de Carl Schmitt, les deux à la fois. Voilà, je fais un pas de géant et on va parler un petit peu du troisième chapitre qui lui parle de la liberté germanique. Donc cette liberté germanique qui a déjà été évoquée au premier chapitre et qui sera liée à la Menschenführung, c'est donc le management qui sera expliqué au chapitre 4. Bon, pour préparer son explication, en fait, Chapoutot insiste sur l'articulation de la critique de l'État à une lecture raciste et darwiniste sociale qui fonde l'inégalité sous-jacente de l'organisation sociale qu'il cherche à mettre en œuvre. Et ça, ils vont l'appeler liberté germanique. C'est-à-dire que la liberté germanique, c'est aussi quelque part la justification des inégalités dans la société allemande. Donc on a vu que les nazis désorganisent et dévalorisent l'État, mais plus encore, les nazis le voient comme mortifère. C'est-à-dire l'État, vraiment, c'est ce qui vous tue. C'est ce qui tue la race. Donc les nazis sont tributaires de trois traditions de pensée du 19e siècle qui vont dans ce sens-là, enfin qui vont leur permettre d'aller dans ce sens-là. Il y a le darwinisme social, qui est théorisé par Herbert Spencer, il y a le racisme et il y a l'eugénisme. Pour rappel, le darwinisme social, c'est faire comme si la société répondait au même principe de sélection naturelle, si vous voulez, que les espèces dans leur biotope, si vous voulez. Donc, on considère qu'il faut qu'il y ait une sélection naturelle par la société, ce qui veut donc dire que si vous ne vous en sortez pas dans la société, c'est-à-dire si vous êtes pauvre, si vous manquez de revenus, si vous n'avez pas de quoi survivre, il faut qu'on vous laisse crever. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc l'État-providence, surtout pas. Avec le darwinisme social, pas du tout. Le racisme, oui, évidemment, on sait que les nazis se considèrent comme une race supérieure, considèrent qu'il y a une hiérarchie entre les races, que les juifs c'est la lie de l'humanité, etc., que les slaves c'est pas beaucoup mieux. On est dans cet esprit-là. Et puis l'eugénisme, il faut le rappeler, c'est donc l'espoir de la constitution d'un gène parfait, l'avènement du surhomme, quelque part. On est dans cet état d'esprit-là. Alors il se trouve que donc Ouais, je vais peut-être sauter un petit peu sur le darwinisme social, parce que de toute façon, je viens déjà d'en parler. J'ai déjà souligné que ça allait contre l'État-providence, donc on comprend bien pourquoi, en un sens, la liberté germanique, puisqu'elle est pensée sous cette égide-là, forcément, elle ne va pas vraiment défendre l'État-providence. Ça, c'est clair. Mais on va un peu plus loin, parce qu'avec le darwinisme social, on va carrément voir l'État comme la mort de la race. C'est-à-dire qu'il y a une métaphore biologique constante, une lecture médicale de l'effet de l'État-providence sur la race. C'est-à-dire que on va utiliser la notion de Volkskörper, c'est-à-dire le corps du peuple, comme métaphore organiciste pour exprimer la notion de Volksgemeinschaft, la communauté du peuple, concept essentiel du nazisme. La Volksgemeinschaft, c'est vraiment l'unité de la race, quelque part. Et donc, cette unité de la race, il faut considérer qu'elle a un corps. D'accord ? Et l'État, il porte atteinte à ce corps. Voilà. Donc l'État s'oppose à la race parce que l'État c'est la loi, et par l'encre de la loi, quelque part, il porte atteinte au sang de la race. En fait, les lois de l'État-providence, elles font entrer l'encre de la loi dans le sang de la race. Si vous suivez un peu cette métaphore, c'est un peu bizarre, on parle en images, mais c'est vraiment ça l'idée, c'est considérer que quand les lois protègent les plus faibles, eh bien, la loi, en un sens, appauvrit ou empoisonne le sang de la race. Donc l'État constitue, si vous voulez, une espèce de mort biologique de la race en protégeant. Les fonctionnaires doivent être vus comme des caillots. Voilà, ça bloque le sang de la race, ça produit une thrombose. L'État, c'est un danger de mort. Vous voyez, c'est ce genre de discours. Donc il y a une déshumanisation des agents de l'État, par exemple. Les agents de l'État, finalement, c'est... Enfin, vous voyez pourquoi on finit par dire qu'on peut les dégager comme ça si on veut. C'est extrêmement violent. Et donc, derrière tout ça, derrière cette opposition entre les normes et la simplification, il y a un idéal de libération de la germanité. C'est-à-dire que le cœur de la race, ce qui s'exprime spontanément, librement, quand l'État ne lui impose rien, c'est forcément la plus belle société possible, qui va faire advenir toutes les belles choses, etc.
L'État, c'est un asservissement de la race, c'est la mort du corps du peuple. Donc puisque l'État est superflu à l'ordre interne de la race, ben, il faut s'en débarrasser, quoi. Et donc les nazis imaginent une race germanique sans État, qui a sa propre loi naturelle, et qui se gouverne, si vous voulez, par 3 principes. Procréer, combattre, régner. C'est ça que Chapoutot appelle la loi du sang, hein, son bouquin de 2014, c'est ça qu'il raconte. Comment les nazis pensent ces 3 principes et comment ils les opposent à l'État. Hein. Donc si le corps du peuple est sain, c'est-à-dire de bonne race, sans maladie mentale ou physique, suivant son droit immanent et naturel, alors vous avez une promesse de paix, d'harmonie, de prospérité, sous le commandement du Führer, qui est la voie de la vie. Voilà. Alors, ça veut dire que la vie crie. Bon, ça, c'est un problème. Voilà. La communauté de la race, donc, c'est la communauté de corps et d'esprit, si vous voulez, c'est une communauté de corps et d'esprit, où les individus sont des membres d'un corps. Voilà, c'est une espèce de constitution entière, voilà. On ne peut pas les morceler, et à la limite, si on les morcelle, ben, ils ne peuvent pas vivre tout seuls. L'individu, c'est comme si je me coupe un doigt, ben, oui, mon doigt, il va mourir. Moi, je suis toujours vivant, mais mon doigt va mourir. Voilà. L'individu ne peut pas être pensé sans la race, et par conséquent, il doit toujours être soumis aux exigences de la race, c'est-à-dire, ben, il doit procréer, combattre, régner. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ce qui fait que l'État est superflu à l'ordre interne de la race. Au fond, l'ordre interne de la race, il fonctionne très bien tout seul si on le laisse libre, mais il est aussi superflu à l'ordre externe de la race. Parce que l'État n'est pas une médiation avec les sociétés extérieures. On pourrait dire, ben oui, mais quand même, l'appareil d'État, il sert quand même à discuter avec d'autres appareils d'État, c'est utile si, dans les relations internationales, quoi. Bon. Et les nazis disent non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de médiation à remplir avec les sociétés extérieures. On va opposer les nations et les races, si vous voulez. Non, il n'y a pas un ordre des nations à faire discuter, il n'y a pas une société des nations à animer, tout ça c'est des mensonges. Il y a juste des races qui se battent pour leur survie. Et donc, ben, nous, on doit se battre pour notre survie, et puis il n'y a pas besoin de discuter avec les autres. C'est à peu près ça l'idée. Donc, la lutte pour l'espace, elle est un enjeu capital parce qu'elle permet la prolifération de l'espèce. Il faut penser l'espace comme un biotope. Bon, il faut penser la race comme une pure espèce vivante qui essaie de proliférer. Eh bien, de façon générale, on a juste besoin de prendre l'espace, et peu importe s'il y a des nations sur place, quoi. Peu importe, on ne va pas discuter avec les autres États. Vous voyez un peu l'état d'esprit. Ce qui fait qu'il y a 3 modalités pour asseoir la domination de la race supérieure sur toutes les autres races. Elles ne sont pas surprenantes, hein, c'est la destruction, l'asservissement et l'exploitation. C'est les 3 choses, c'est la seule façon dont on va envisager les autres nations. Une nation, soit une nation étrangère, soit il faut la détruire, soit il faut la servir, c'est-à-dire il faut qu'elle travaille pour nous, soit il faut qu'on l'exploite. Enfin, la servir, c'est pas la faire travailler. L'exploiter, c'est la faire travailler. La servir, c'est la faire obéir aux ordres, tout simplement. Donc, ça sert à rien d'avoir un État pour négocier. Donc pas besoin d'État sur l'ordre externe, pas plus que sur l'ordre interne. L'État est donc destiné à disparaître. Mais les nazis disent, ouais, d'accord, à terme il doit disparaître, mais on peut penser une phase transitoire, qui est donc une phase de guerre et de composition du biotope, hein, de l'espace vital. Donc pour eux, ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une étape dans l'avènement du Grand Reich et de la paix sous l'égide de la liberté germanique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord conquérir et peupler tout le continent, et pour ça, on peut utiliser l'appareil d'État. Utiliser l'appareil d'État, comme un moyen et non comme une fin, etc. Intermédiaire. C'est ça, voilà, c'est la petite phase transitoire. Bon, ce qui fait qu'à terme, même l'État gendarme en fait, doit disparaître à terme, parce que pour eux, en fait, dans l'étape transitoire, ce que va faire l'État, c'est qu'il va avoir un rôle régalien. Il va occuper les territoires conquis, et il va avoir un rôle pro-sélectif, c'est un rôle d'eugénisme. C'est-à-dire que l'État va servir à se débarrasser des gens qui ne sont pas tout à fait purs dans la race ou ce genre de choses. Donc on transforme l'État-providence en État eugéniste, sous le nazisme. Mais à terme, même ça, c'est censé disparaître, en fait. Parce qu'on imagine que
même la délinquance va disparaître une fois qu'on aura purifié la race et qu'on aura calmé en fait les races alentours. C'est-à-dire que pour eux, une fois que les Français et les Russes se tiendront au calme et qu'ils seront bien loin de nous et qu'on aura notre espace pour proliférer, en fait on vivra en paix parce que personne ne viendra nous emmerder et que nous, entre nous, on vit forcément en paix parce qu'on est supérieur, etc. Donc on est dans un idéalisme total. Ils ont quand même une conception extrêmement naïve de leurs propres relations qui contredisent en acte, quelque part. Bon. Voilà. Donc la fin de l'État, à quoi ça sert en fait? La fin de l'État, on l'a dit, c'est le rétablissement de la liberté germanique. Dans la page 54, Chapoutot dit « desserrer l'étau de l'État », assurer le règne de la nature, faire respecter la loi du sang et les initiatives, nécessairement bonnes, de force nécessairement vive, et la condition de l'avènement d'une liberté germanique pleine et entière. Alors il y a toute une relecture de l'histoire, je vous la passe, etc., sur la façon dont les nazis essaient d'expliquer pourquoi les Allemands ils ne sont pas vraiment connus pour leur grand libéralisme. Effectivement, les Allemands sont plutôt connus pour avoir des ordres politiques plutôt autoritaires. Et donc, ils vont dire, oui, mais c'est parce qu'on est constamment attaqué par les autres, c'est pour ça, on est obligé de se défendre, et donc on est obligé d'être un petit peu dur, mais en fait, si on nous fait la paix, vous allez voir, on va être très libéraux, ça va bien se passer, etc. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, donc, ouais, retour à la communauté allemande originelle. Bon, vous avez compris l'idée, je crois. Je vais sauter un petit peu. On va passer au chapitre 4. Alors, le chapitre 4, lui, va s'intéresser un peu plus à la pensée du management qui va s'établir à cette occasion. On va parler de Menschenführung, donc littéralement donc, la direction des hommes, et qui servait en fait en allemand à traduire le terme management de l'anglais. Donc, Chapoutot dit, traduisons-le management, du coup. Et donc, les juristes nazis y réfléchissent. Et leur ambition, en fait, et leur obsession, c'est de mettre fin à la lutte des classes. Donc, comment on met fin à la lutte des classes pour un nazi? C'est intéressant. Alors, premièrement, par l'unité de la race. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lutte des classes, puisque on est tous à rien. Donc, on sert à rien. Excusez-moi pour cette blague. Mais voilà, on est j'ai honte de l'avoir faite, celle-là. Donc, on est tous à rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'ouvrier, vous comprenez, on est des camarades de race. C'est à peu près ça l'idée. Et donc, il n'y a pas de lutte des classes non plus, parce qu'on est pris dans un travail commun au profit de l'Allemagne et de la Volksgemeinschaft, c'est-à-dire de la communauté du peuple. Donc les nazis globalement sont contre une conception de la société composée d'individus séparés qui auraient des intérêts divergents et qui par conséquent entreraient en conflit. Pour les nazis, en fait, l'individu ça n'existe pas, il n'y a que la race qui existe. L'individu n'est qu'une émanation de la race, donc si vous êtes une émanation de la race, y a pas, pourquoi est-ce que vous iriez lutter contre votre propre corps, c'est à peu près ça l'idée. Pourquoi votre main irait frapper votre autre main, ça n'a pas de sens. Donc la lutte des classes, ça n'existe pas, c'est une invention de juifs pour nous diviser, voilà. C'est vraiment comme ça qu'ils vont le présenter. Donc il n'y a pas... la lutte des classes, en idée déjà, c'est un mensonge. Et puis, dans les faits, ça n'existe pas, parce que dans les faits, tout ce qui existe, c'est un travail pour faire proliférer la race. Voilà, ce qui fait que, si tu es un patron qui travaille pour faire proliférer la race, tu as peut-être des avantages supérieurs que les autres n'ont pas, mais non, tu travailles de toute façon à faire la même chose, donc il n'y a pas besoin de considérer qu'il y a une lutte des classes. Je vais sauter un petit peu, je vais vous parler un petit peu de Leistung. Alors... C'est dans quel chapitre? On est dans le même chapitre. C'est-à-dire que concrètement, en fait, les nazis vont concevoir le travail d'une façon un peu particulière. Alors déjà, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, dans le discours nazi, il y a une manière constante d'expliquer l'histoire qui est de l'ordre de l'obsidionalité. L'obsidionalité, c'est le sentiment d'être en état de siège, d'être une forteresse assiégée.
Alors si vous écoutez CNews, vous y êtes constamment, hein. C'est ce discours du tout fout le camp, on est sur le point de mourir, etc. Tout est en train de disparaître, etc. Bon, ce sentiment d'obsidionalité, il est constant chez les nazis, hein. C'est vraiment le moteur central du nazisme, hein, je sais qu'Ingrao, quand il en parle très bien. Il dit après tout, ce qui a motivé le génocide, c'est la conviction que c'est eux ou nous. C'est-à-dire qu'on va tuer des gens parce que si on ne les tue pas, c'est eux qui vont nous tuer. C'est à peu près cette motivation première. Et donc cette obsidionalité, elle est vraiment nourrie dans les discours nazis. Ils sont constamment en train de dire oui, il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse quelque chose tout de suite. Parce que c'est sinon... une dramatisation à outrance. Ah oui, c'est une dramatisation, mais vraiment sans nuance, quoi, hein. C'est-à-dire que on va tous mourir. Voilà, donc c'est un discours anxiogène et déploratoire, mais qui exprime quelque chose, qui trouve un écho dans l'expérience des contemporains, parce que il y a eu une modernisation, une industrialisation très violente à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où les gens ont vu la pollution apparaître dans leur territoire, par exemple, et ils sont un peu étonnés de ça. Après ça, il y a eu la Grande Guerre, où il y a eu des famines carrément chez eux. Ils ont eu l'impression qu'on faisait la guerre à tout le pays, y compris à leurs femmes, à leurs enfants, etc. De 18 à 23, il y a une quasi-guerre civile sur le territoire allemand, et de 22 à 23, il y a le phénomène d'hyperinflation, où l'économie allemande s'effondre, les finances aussi, les gens sont payés en brouettes de billets, c'est terrible, et 1929, crise économique, qui va frapper encore plus durement l'Allemagne. Donc ils vivent vraiment dans ce background historique, quoi. Ils disent, bah oui, effectivement, ça va de mal en pis, et on ne sait pas quoi faire. Et les nazis disent, ah mais si, on sait quoi faire, il faut faire la guerre aux autres races, voilà, pour qu'on obtienne suprématie, vous allez voir, ça va bien se passer, quoi. À peu près ça l'idée, hein. Et donc ces discours-là vont avoir un fondement, si vous voulez, dans la pensée du management. Parce que c'est des discours qui proposent une solution raciste, eugéniste et darwiniste sociale à tous les problèmes socio-économiques que rencontre l'Allemagne depuis les dernières décennies, quoi. Donc ils vont parler en termes de dureté, de Härte, en termes de santé, de Heil, et de rendre les camarades de race performants. Les camarades de race, je ne sais plus comment on emploie le terme, les Volksgenossen, voilà, les camarades de race, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas camarades de lutte, on n'est pas camarades de classe, on est camarades de race. L'idée, c'est effectivement de subvertir aussi le discours communiste, hein, voilà, et donc l'important, c'est d'être dur, c'est d'être en bonne santé, et c'est d'être performant en tant que camarade de race. Donc la pensée du management nazi, elle est d'abord poussée par cette obsession-là. Alors, être performant, hein, le terme allemand c'est Leistungsfähig, on peut traduire par performant, productif ou rentable. Donc Leistung, c'est l'action, hein. C'est faire beaucoup aussi, c'est la productivité, et Leistung, c'est aussi faire intensément, c'est la rentabilité. Voilà, donc il y a cette idée qu'il faut effectivement faire taire la lutte des classes, mais il faut quand même faire en sorte que tout le monde soit performant. Et alors ça, évidemment, ça a une dimension eugéniste, hein, parce que du coup, les gens qui ne sont pas performants, c'est des gens qui sont dispensables. De la même façon que si vous avez un organe qui ne marche pas bien, peut-être qu'il faudra le couper, quoi. Un petit peu dans cette idée-là. Donc on va dire, voilà, en gros, il faut penser la communauté et le travail. La communauté, elle se structure autour de la race. Pour la communauté, vous devez produire. Hein. Vous devez produire quoi ? Des objets, pour avoir de quoi survivre. Vous devez produire des enfants. Il faut faire des enfants. Hein. Les politiques natalistes les plus violentes viennent souvent de l'extrême droite, il faut le rappeler. Pourquoi il faut le faire ? Il faut le faire pour rendre à la communauté, et il ne faut pas rendre un petit peu, il faut rendre au centuple. Parce que la communauté vous a tout donné. La communauté, c'est la race. Quoi. La communauté, c'est ce qui vous a fait vivre. Donc vous lui devez tout. C'est aussi simple. Donc, ce qui fait que Chapoutot insiste sur le fait que cette vision-là du management, elle est nécessairement utilitariste et réifiante. Utilitariste, hein, c'est en référence à une théorie philosophique à mi-chemin entre l'économie, la politique et l'éthique, qui souvent se résume en disant que les besoins du plus grand nombre sont plus importants que les besoins du petit nombre. C'est-à-dire qu'il faut... on pense des politiques qui sont validées si
elles nuisent à certains, mais qu'elles apportent un bénéfice au plus grand nombre. Et ça, c'est des politiques qui sont beaucoup pratiquées, notamment dans l'Empire britannique au XIXe siècle. Vraiment, la logique utilitariste, elle a été longuement théorisée. Elle consiste à dire que l'intérêt, c'est pas vraiment quelque chose d'individuel, ce qui fait que l'utilitarisme est un petit peu, est une pensée un peu concurrente du libéralisme, par certains aspects, mais pas par tous, puisqu'on considérera que l'intérêt, c'est pas individuel, c'est collectif. Voilà. Et réifiante? Alors réifiante, oui, ça vient de res en latin qui veut dire la chose, donc c'est transformer les gens en choses. Ah d'accord. Voilà. Une vision réifiante de l'individu, c'est que concrètement, vous êtes là pour produire des objets et des enfants, voilà, et en très grand nombre, et si vous n'en êtes pas capable pour une raison X ou Y, vous êtes inutile. Et si vous êtes inutile, il n'y a pas besoin de vous. Ouais, donc effectivement, vous êtes une chose. C'est-à-dire que les droits humains, ça n'existe pas. Hein. Les besoins humains, on s'en fiche, c'est les besoins de la race qui comptent. Vous voyez, on écrase vraiment l'individu sous la chape de plomb vraiment du collectif. Ce qui est très amusant parce qu'on reproche souvent au communisme de faire ça. Vous voyez qu'une pensée très sociale darwiniste va dire la même chose en fait. Elle va dire la même chose. Voilà, donc ce qui fait que l'individu, c'est un outil, c'est un matériau humain, un Menschen Material, c'est un facteur de production, c'est une ressource humaine. Voilà. Et le revers de cette vision, évidemment, c'est le crime contre l'humanité et le massacre de masse, qui s'applique aussi aux Allemands, il faut le rappeler, parce qu'ils ont beau être de la bonne race, paraît-il, si vous êtes leistungsfähig Wesen, c'est-à-dire des êtres non performants, non productifs, non rentables, eh bien vous êtes indigne de vivre, lebenswürdige, donc vous êtes de simples enveloppes humanoïdes vides, des leere Menschenhülsen, exclus du patrimoine génétique allemand, donc Deutsche Erdmasse, et donc on peut se débarrasser de vous par bien des politiques eugénistes, alors qui vont de la stérilisation forcée, il y en a eu 400 000 de 1933 à 1945, jusqu'à des politiques d'assassinat. Il y a eu 200 000 assassinats au nom de cet eugénisme de 1939 à 1945. D'Allemands. Oui, parce que vous êtes handicapé, parce que vous êtes dépressif, parce que voilà, vous n'êtes pas utile en fait. Vous vous embêtez, là, vous empêchez de faire le travail qu'on vous demande. Voilà, allez, ça dégage. Et ça s'appelle l'opération T4, ça. Opération T4. La lettre T et le chiffre 4. Et les médecins collaborent volontiers, il faut le savoir. Ils voient ça comme un soin pour le corps de la communauté du peuple. Là, on est toujours dans cette image, cette métaphore de dire « Ah oui, mais voyez-vous, nous ne sommes nous que des membres d'un corps. Et donc, on ne doit pas soigner le membre, on doit soigner le corps. Donc, si le membre il va pas bien, on peut s'en débarrasser. Et même les médecins disent ça, les médecins qui pratiquent ça disent « Ouais, c'est normal. Je soigne la race. Voilà. En faisant ça, je soigne la race. » Voilà. Donc l'humanité allemande, elle doit faire preuve de son excellence ou subir l'extermination au même titre que les étrangers. En 1945, Hitler considère que les Allemands peuvent périr puisqu'ils ont perdu la guerre et ils sont donc inférieurs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Hitler se suicide lui-même, hein, il joint le geste à la parole. Et Goebbels fera la même chose, il va d'ailleurs tuer ses 6 enfants. C'est d'ailleurs pas lui qui va le faire, c'est sa femme qui va tuer les 6 enfants. Ils vont prendre du poison tous ensemble, en famille, parce que, voilà, on est inférieur, donc on peut bien mourir. Hein, voilà l'état d'esprit. Bon, je vais avancer un petit peu. Je suis désolé, en tout. C'est pour toi, regarde un peu le temps. Oui, je crois que j'ai déjà largement dépassé, malheureusement. Mais tant que vous ne m'arrêtez pas, je continue. J'aurais dû tout lire, alors. Bon. Allez, bon. Ouais, alors... Ouais, je vais juste vous parler de ça vite fait avant de passer au chapitre suivant. Concrètement, bon, outre le fait que... Ouais. Bon, si, je vais passer par là quand même, c'est intéressant. C'est concrètement, là on est en train de parler du management, de ce qu'il y a au fond du management. Alors, il y a une vision réifiante et utilitariste de l'individu, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas utile, vous allez mourir, il faut vous rendre utile pour la race, etc. Bien sûr, il y a ça, mais les nazis savent bien que ça va pas être si facile, parce que les gens, en fait, ils vont être d'accord aussi longtemps qu'ils n'ont pas trop à souffrir de la chose.
Si on commence à leur demander de produire énormément et qu'ils n'ont pas l'impression vraiment d'avoir leur part derrière, les nazis se rendent bien compte que ils vont peut-être pas coopérer comme ça jusqu'au bout. Donc ils ont plusieurs obsessions sur le fait de conserver, si vous voulez, une espèce d'ordre interne, si vous voulez, qui empêcher la contestation en interne. Ils se rendent bien compte qu'il ne va pas suffire de faire de la propagande et de frapper les gens qui ne sont pas d'accord. Il faut leur donner des choses. Donc déjà, ils se disent, il faut qu'on évite 3 écueils. Il faut qu'on évite la famine. Il faut qu'on évite l'épuisement au travail. Et il faut qu'on donne du sens au travail. Et il va y avoir une vraie réflexion des nazis pour vraiment remplir ces 3 points systématiquement. Alors le sens du travail en particulier, parce que bon, la famine, vous avez bien compris, on va donner à manger aux gens, comment on va faire? On va produire beaucoup, et puis on va voler beaucoup aussi. Ils n'ont pas peur de prendre aux autres nations. Je vous ai déjà parlé du plan famine tout à l'heure, ça leur pose aucun problème de créer des famines, s'il le faut, pour nourrir les Allemands. Ça pose aucun problème. L'épuisement au travail, on y arrivera tout à l'heure, mais bon, voilà, il va y avoir une réflexion là-dessus, mais attardons-nous pour le moment sur la question du sens au travail. Comment on fournit du sens au travail quand on est nazi? Alors, la première réponse la plus évidente, c'est la propagande. Alors, pas d'abord la propagande en disant c'est bien de travailler, parce que ça, si vous voulez, ça marche pas bien. Quelqu'un qui souffre au travail, vous lui dites mais c'est vachement bien de travailler. Ça marche pas du tout. Donc ce qu'ils vont faire, c'est plutôt diaboliser les contre-modèles. Donc ils font plein de vidéos de propagande à destination des ouvriers pour parler de l'esclavage soviétique, qui sont contraints de travailler, et qu'on va opposer à la liberté allemande, où on est libre de travailler. Bon, dans les 2 cas, on travaille, mais vous êtes libre, c'est quand même tellement mieux. Donc on fait des films de propagande, on en parle tout le temps dans les journaux, on travaille beaucoup en Allemagne, mais au moins, on est libre. Alors, le cinéma, la presse, tout le monde s'y met, il y a même des expositions, il y a une exposition qui s'intitule « Le paradis soviétique », évidemment, ironiquement, qui va recevoir 1 million de visiteurs en 1942 et qui est là pour montrer à quel point l'URSS, regardez, c'est horrible, les gens sont des esclaves, ils souffrent, ils ont rien, alors que chez nous, quand on travaille, on a quelque chose, vous voyez, et on est libre quand même en travaillant. Hein? Si ça vous rappelle des arguments qu'on entend régulièrement de la part des libéraux, écoutez, c'est un hasard de l'histoire, je suppose. Voilà. Alors, donc évidemment, il y a ce petit côté-là de dire « Ouais, mais si vous n'aimez pas ici, allez donc voir ailleurs ». J'en connais un qui a dit ça il y a quelques années. Mais on va aller encore un peu plus loin et pratiquer une politique qui va être nommée par un historien qui s'appelle Goetz Ali, l'achat des Allemands, quoi. On va acheter les Allemands. Alors comment on fait ça? Par une politique sociale et fiscale avantageuse. C'est-à-dire qu'on va faire baisser les impôts. Et dire, ah oui, mais regardez, vous payez moins d'impôts grâce à nous. C'est bien, avec votre travail, vous allez vous enrichir, travailler plus pour gagner plus, etc. Donc les impôts baissent, les prestations sociales augmentent. Ça, les libéraux, par contre, n'aimeraient pas. C'est qu'on va dire, non, si, vous avez plus de droits, vous avez des enfants, on vous donne des trucs, parce que c'est bien, vous êtes des héros de la race, vous faites des enfants, donc vous avez droit à de l'argent pour ça, etc. Et évidemment, tout ça, les impôts qui baissent et les prestations sociales qui augmentent, en général, on aurait tendance à vous dire, ça crée quand même un déséquilibre budgétaire, parce que vous dépensez plus et vous gagnez moins, donc ça marche pas bien. Comment est-ce qu'on le finance? Les nazis le financent par la spoliation, tout simplement. Spoliation interne, évidemment, c'est-à-dire que les opposants politiques, les juifs exilés, dès que vous êtes arrêté par la police, on prend tous vos avoirs, donc on vide votre compte en banque, par exemple. Voilà, vous êtes arrêté, on prend tout ce que vous avez. On fait même des vides-greniers, on va rafler quelqu'un dans l'appartement du dessus, mais le lendemain, il y a un petit vide-grenier en bas, et vous pouvez racheter sa PlayStation 5. Bon, ça n'existait pas évidemment à l'époque, mais vous voyez, c'est un peu l'esprit, quoi. Ah, tu veux une PlayStation 5 pour 50 €? Ah, c'est vachement bien, les finalement. C'est bien. Voilà un peu l'état d'esprit. Donc ça, c'est pour le côté interne. Et puis, il y a l'anticipation des prédations et des pillages pour les guerres à venir. C'est-à-dire qu'ils disent, ne vous inquiétez pas pour le budget, parce que de toute façon, comme on va gagner du territoire, on va être vachement riche et on pourra utiliser ça pour acheter les travailleurs allemands. Donc il y a une grande attention des dirigeants au consentement des Allemands. Il faut vraiment obtenir l'assentiment, susciter l'adhésion, dans une double facette de bienveillance et de surveillance.
La bienveillance, c'est le petit côté, ben, tu paieras moins d'impôts, on va donner de l'argent quand tu as des problèmes, etc. On va créer des maraudes pour rassembler des objets ou de l'argent pour les gens qui en ont besoin, etc. Bon, le côté bienveillance. Puis le côté surveillance, c'est-à-dire que si tu n'aimes pas participer, si tu ronchonnes, si tu trouves qu'il y a quand même à redire sur l'organisation, là, on va te placer sous surveillance et à terme, évidemment, ça se termine par l'arrestation et la déportation. Bon. Et donc ça, il s'agit de travailler à un ralliement à la base. Un ralliement à la base et une répression à la marge. C'est-à-dire qu'il faut que le plus grand nombre soit d'accord avec nous, et les marginaux, ben, on le dégagera. Voilà. Ceux qui ne sont pas d'accord, ben, il faut qu'on les rende minoritaires, en fait, en suscitant l'adhésion du plus grand nombre, et ceux qui seront minoritaires, on pourra les dégager plus facilement. Voilà la stratégie, hein, qui n'a pas tellement changé, je pense, quand on regarde comment ils travaillent. Bon. Voilà, alors il y a ça, mais du coup, il faut chercher à motiver la population à travailler. Et donc, un des enjeux de la Menschenführung chez les nazis, ça va être de gratifier et de promettre pour maintenir une communauté productive. On va dire, ah, c'est bien, regarde, tu fais bien les choses, voilà, tiens, voilà. Ah, vous avez vu comme il est beau, c'est bien. Et c'est le sens du mot socialisme dans national-socialisme. En Bavière, entre 1910 et 1920, cette expression, c'est un piège politique, c'est un leurre sémantique. C'est une façon de détourner les gens des mouvements de gauche. Quand on dit qu'on est national-socialiste, ça s'oppose à l'international-socialiste. Alors, voilà, donc un piège sémantique. Et les partisans du socialisme dans le SDAP, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, hein, sont mis à l'écart politiquement par la suite, mais l'étiquette socialisme, elle va quand même être conservée par le régime. On ne va pas juste dire « Ah non, désolé, on a parlé de socialisme, c'était une erreur ». On va dire « Si, on va faire du socialisme, mais dans un sens très spécifique », qui est celui, en fait, de la promesse de la promotion. C'est-à-dire, si tu travailles bien, tu vas devenir patron. C'est un peu débile présenté comme ça, mais c'est littéralement ce qu'on trouve dans les films de propagande. Alors notamment, il y en a un qui s'appelle Der Herrscher, qui raconte donc l'histoire d'un magnat, d'un patron d'usine, si vous voulez, qui s'interroge sur sa succession, et le film montre que ses successeurs, en fait, c'est pas vraiment des gens qui travaillent bien, ils sont pas gentils, ils s'intéressent pas vraiment au bien-être de la race, et par contre, parmi ses ouvriers, ben, il y a un type qui travaille particulièrement bien, qui est particulièrement admirable, et le film se termine par le patron d'usine qui dit « Eh ben, si c'est comme ça, je laisse pas l'usine à mes enfants, et je vais la donner à l'ouvrier qui est là. » Parce que ça marche comme ça dans la vie, bien sûr. Et c'est la récompense de ça, Leistung, dans le film. On dit, tu vois. En réalité, il y a le schéma de la hiérarchie où tout vient aux enfants. Oui. C'est très récurrent là-bas. Mais c'est toujours le... Enfin, donc on l'attend d'ailleurs en Allemagne. Mais... Bien sûr que l'héritage est une priorité. Mais là, en l'occurrence, on est dans la propagande. Ouais. Et dans la propagande, il s'agit de dire à quelqu'un, tu vas avoir une promotion sociale. Alors, dans le film, elle est maximisée parce qu'il devient le patron. Dans les faits, ce sera bah, tu vas devenir chef de rayon. Tu es déjà chef de rayon, tu vas être chef de diamètre. Bon, c'est ce genre de blague. C'est à peu près ça. T'inquiète pas, tu vas monter en grade. Bon, tout le monde ne peut pas monter en grade, malheureusement, mais voilà, on est à peu près dans cette logique-là. T'inquiète pas, si tu travailles bien, tu vois, tu auras un vrai mérite. Tu vas voir, on va récompenser ton mérite. Et là-dessus, il y a la figure de Hitler qui joue beaucoup, parce qu'il est présenté comme un homme du commun. Un petit caporal qui est devenu le chef d'une grande nation. Pourquoi ? Par son travail, parce qu'il a bien travaillé, mais aussi par les dons de sa nature. C'est-à-dire que même si tu travailles bien, bah ouais, mais si tu n'as pas les dons de la nature, désolé. Voilà. Mais si tu as les deux, et tu as peut-être les deux, j'en sais rien, hein, mais si tu as les deux, oui, tu vas peut-être pouvoir. Voilà l'état d'esprit. Donc, pouvoir politique et direction économique sont promis à tous les échelons. Une espèce de méritocratie où on oppose le mérite à l'héritage ou au capital. Il y a des emprunts au Fordisme là-dedans. Hein. Le Fordisme disait qu'il ne faut pas désespérer l'ouvrier, il faut qu'il ait l'espoir de pouvoir acheter un jour la voiture qu'il fabrique tous les jours au travail à la chaîne. Voilà. Il faut compenser l'aliénation par une perspective d'évolution de carrière. Travailler plus pour gagner plus. C'est vraiment l'idée. Et donc, voilà, on a fait une politique sociale et fiscale avantageuse, on a joué sur la promesse de la promotion, et on va produire de la joie à travailler par le plaisir et le loisir.
Et alors ça, c'est aussi un truc assez amusant et assez frappant quand on lit ce livre, c'est que sous le Troisième Reich, on crée des genres de comités d'entreprise à l'échelle nationale. Le Kraft durch Freude, c'est-à-dire la force par la joie, qui est d'inspiration fasciste. Dans le fascisme, ça s'appelle le dopo lavoro. En fait, le loisir n'est pas seulement pensé comme une régénération de la force de travail, il est aussi une façon d'achever un peu les gens, quoi. Voilà. Et donc, alors ça fait partie des moments un peu caricaturaux et ridicules de l'avènement du nazisme. Hein. C'est que le 2 mai 1933, donc le lendemain du 1er mai, vous savez que le 1er mai, c'était pas au départ la fête du travail, le 1er mai au départ, c'était un jour de grève internationale. Tous les ouvriers se mettaient en grève le 1er mai, dans tous les pays, pour dire travailleurs de tous les pays, unissez-vous. C'était un grand mot d'ordre vraiment de l'international socialiste. Et bien le 2 mai 1933, le nazisme déclare avoir mis fin à la lutte des classes. Ça y est, on a terminé, c'est fini. Ne vous embêtez pas. Et tous les syndicats sont remplacés par le Deutsche Arbeitsfront, le DAF, donc le Front allemand du travail. Il y a un syndicat unique qui est dirigé par le parti. Voilà. Et cette espèce de comité d'entreprise, le Kraft durch Freude, en fait, il fait partie de ce syndicat unique. C'est une émanation de ce syndicat unique. Donc la mission de ce truc, c'est de rendre le lieu de travail beau et heureux, et aussi permettre la reconstitution de la force productive. Alors on fait des concerts dans les usines, avec des célébrités qui viennent, etc. On met en avant d'ailleurs dans les actualités cinématographiques, regardez, Scarlett Johansson est venue chanter la chansonnette aux ouvriers de Whirlpool. Voilà, on est dans ce genre de beaux rêves-là. Évidemment, les départements du KDF, il y a un département du KDF qui travaille sur la beauté du travail, Amt Schönheit der Arbeit, donc il travaille à la décoration des usines, à l'ergonomie des machines, à la sécurité des travailleurs, au loisir sur le lieu de travail, bon c'est des happiness managers, on n'est pas loin de ce niveau-là. De 1933 à 1939, il y a un investissement de 200 millions de Reichsmark, c'est à peu près 1 milliard d'euros actuels, pour améliorer les conditions de travail. On installe de la ventilation, de l'éclairage, de la nutrition, des cantines, des salles de convivialité, des bibliothèques d'entreprise, des concours de jeux ou de sport, etc. En fait, et tout ça se fait par une concurrence et une émulation entre les entreprises. C'est-à-dire on donne un peu plus aux entreprises qui jouent le plus le jeu. On décerne des prix pour l'entreprise qui le fait le mieux. L'entreprise nationale socialiste modèle, le NS Musterbetrieb. C'est incroyable. Donc on travaille au loisir dans l'entreprise. Et on travaille aussi au loisir hors de l'entreprise. On organise des randonnées, on organise des croisières, on organise des centres de vacances montagnards et balnéaires. Sur le site de Prora, on crée le site de Prora sur l'île de Rügen, qui est un hôtel de 6 km de long avec 20 000 lits. On crée des vacances, quoi. Voilà, on crée des vacances pour les travailleurs, etc. Alors ça coûte évidemment beaucoup d'argent, mais il faut quand même payer un petit peu pour y accéder, donc il y a quand même certains services qui bénéficient plus aux cadres qu'aux ouvriers. Par exemple, si vous voulez faire une croisière, le coût de la croisière c'est 120 Reichsmark, le salaire moyen de l'ouvrier c'est 150 Reichsmark. Bon, il ne va pas faire de croisière. Hein. Globalement, ça ne va pas se faire. Voilà. Mais pour eux, il y a des sorties au théâtre, des sorties au cinéma, des sorties au musée, etc. Voilà. Des propagandes, on achète les gens. On achète les gens, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les gens vont se tenir sages parce qu'ils vont bénéficier d'une amélioration minime, mineure de leurs conditions de vie, parce que, par ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais par ailleurs, on donnait aux ouvriers et aux soldats des méthamphétamines pour qu'ils tiennent le rythme, parce que les cadences de travail ou les cadences de service pour les militaires étaient particulièrement éprouvantes. Mais tu pouvais aller au cinéma, quand même ça rachète le truc, quoi. C'est vachement bien. Et évidemment, dans cette affaire, ça va vous faire rire, mais en 1936, les JO d'été de Berlin vont aussi servir à ça. C'est-à-dire qu'on va faire un village olympique pour les travailleurs, et les bons travailleurs, on va les récompenser avec ce village olympique, etc. Comme
le dit si bien Léa Salamé, mais quand même, on a eu les JO, pourquoi les gens se plaignent encore, quoi. Et alors, le point, comment dire, le pinacle de tout ça, évidemment, c'est la récompense ultime pour l'ouvrier, en tout cas, c'est la KDF-Wagen. Le KDF, hein, c'est donc ce service, le Kraft durch Freude, travail par la joie. Donc, le KDF-Wagen, c'est donc la voiture KDF, dessinée par Ferdinand Porsche, produite en 1938, et qui malheureusement ne pourra pas durer parce qu'en 1939, on va arrêter la production de véhicules civils pour les véhicules militaires, pour favoriser les véhicules militaires. Mais en 1938, voilà, on commence à produire cette voiture et à la décerner aux travailleurs qui sont bien gentils, bien sages. Et cette voiture, on la connaît sous un autre nom parce qu'après 1945, elle sera appelée la coccinelle. Oui. Et la coccinelle, c'est la fameuse Volkswagen. La voiture de la race, du peuple, mais de la race. Voilà. Et il se trouve que en 1939, ils arrêtent de produire, mais il y avait quand même 300 000 personnes qui avaient cotisé auprès du syndicat pour en obtenir. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment des gens qui disaient mais la guerre c'est pas grave, le régime c'est pas grave, mais putain je vais avoir une coccinelle. Voyez ça. Évidemment, cette Menschenführung, elle s'applique aux Volksgenossen, c'est-à-dire aux camarades de race, et pas aux étrangers qui sont en service de travail obligatoire sur le sol allemand, qui étaient 15 millions en 1945. Et eux, évidemment, ils n'ont pas droit à ça. Voilà. Ça me rappelle d'ailleurs un truc, c'est qu'ils ont droit seulement à la contrainte et à la répression, et c'est Primo Levi dans Si c'est un homme qui dit que les capots frappent constamment les détenus quand ils sont en train de travailler, ils sont en train de courir, à porter des marchandises, il y a un capot qui est sur le chemin qui les frappe quand ils passent systématiquement. Et Primo Levi disait oui, c'est un geste de cruauté, mais c'est aussi une façon de renouveler la force par sécrétion d'adrénaline. C'est-à-dire qu'il y avait certains capots qui n'étaient pas spécialement cruels, mais qui se rendaient bien compte que les gens n'allaient pas tenir les cadences de travail si on ne leur donnait pas ce shot par la violence, quoi. Voilà, c'est magnifique. Alors donc du coup, on arrive au chapitre 5 qui donc parle de cette fameuse académie de Reinhard Thun. Je vais aller très très vite là-dessus. Oui, encore 3 chapitres. Ouais, non mais je vais tout faire en 5 minutes là. Parce que là j'ai largement dépassé, je vous remercie pour votre patience. Oui, le livre est très bien. Concrètement, que dire ? Il se trouve qu'après la guerre, Reinhard Thun, il va avoir quelques problèmes, évidemment. Donc, il fait partie de ces gens qui vont essayer de se cacher pour échapper au jugement. Sauf qu'il ne va pas le faire à la Mengele, où il va changer d'identité et partir dans un autre pays. Il ne va pas le faire non plus avec, je ne sais plus comment s'appelle, cet autre cadre nazi qui, lui, va carrément... Il va changer d'identité et il va repasser tous ses diplômes. Il va refaire ses études. Le type était docteur en littérature. Il va refaire un doctorat en littérature. Et les gens ne vont se rendre compte de qui il est qu'en 95 ou quelque chose comme ça. Eux, il ne fait pas ça. Eux, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il change ses papiers. Et il va vivre avec sa famille en se faisant appeler oncle Rudy. Voilà. Il se fait passer pour l'oncle. Il dit oh, non, moi je ne suis pas Reinhard, je suis l'oncle Rudy, etc. Il vit avec sa famille comme ça. Sauf qu'évidemment, il n'a plus tellement de revenus, ce monsieur. Donc, je ne sais pas raconter sa trajectoire politique qui est intéressante aussi, mais bon, c'est pas grave, on passe. Il se trouve que ce monsieur, donc, dans un premier temps, pour survivre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire de la médecine douce. Faire de la paramédecine. Il va faire des passes d'énergie avec les gens. Il crée un petit... ouais, voilà. Il fait un petit cabinet. Il apprend à faire des passes d'énergie par sa logeuse. Il fait de l'homéopathie, ce genre de choses. Et comme il est docteur en droit, il va faire un petit écriteau pour dire « je suis le docteur machin ». Il va se faire attaquer en justice pour ça parce que il n'était pas docteur en médecine, donc c'était une forme de mensonge. Bon voilà. Et donc le type a vécu comme ça... jusqu'à la fin des années 40, où donc d'anciens SS qui sont entrés dans l'appareil d'État travaillent et militent beaucoup à obtenir un pardon pour les nazis. Et donc il va y avoir le terme m'échappe évidemment, quand on a un pardon du pouvoir politique. La repentance ? C'est pas une repentance, mais ça commence aussi par un R, me semble-t-il. C'est terrible, je connais très bien ce mot, mais là il me manque.
Ouais, tant pis. Désolé. Bon, il est pardonné, quoi. Donc, comme beaucoup d'autres nazis, hein. C'est l'amnistie, ben voilà, ça commence pas par un R, c'est pour ça, je dis n'importe quoi. Il y a une loi d'amnistie du 31 décembre 1949, hein, dont il va bénéficier. Et donc, ce monsieur, ben, il va essayer de recommencer à travailler. Et ben, disons que par ces réseaux, hein, vraiment, il y a des réseaux de SS dans l'après-guerre allemand. Ils vont s'entraider en fait pour trouver du boulot un peu partout. Et donc ils vont se mettre à coloniser tout l'appareil d'État, tout l'appareil économique. Ils sont tous bien formés, donc globalement ils ont tous un certain pouvoir. Et il va se retrouver à écrire des articles pour l'armée, parce qu'on veut reconstituer une armée allemande. Et donc il va écrire sur l'histoire militaire allemande. Et il va être assez apprécié comme ça. En 1954, il commence à se faire un beau réseau et il y a carrément un think tank libéral qui va dire « Ah mais c'est vachement bien ça, venez travailler avec nous ». Et ils vont lui proposer de faire une école de management. Parce que dans ses écrits militaires, il y a toute une réflexion sur la formation des cadres, des officiers. Et donc, ils vont voir une parenté, et c'est comme ça que sa fameuse école va se créer en 1956. Donc, de 54 à 56, il travaille avec ce think tank à la préparation de cette école. Il se trouve d'ailleurs que le Parti libéral allemand, le FDP, jamais un parti libéral n'aura porté un aussi beau mot, c'est très adéquat, le FDP va être très fort à recycler les anciens nazis avec lesquels ils vont contribuer à la construction de l'Union européenne et évidemment de l'économie allemande et de l'organisation économique allemande, etc. Bon, je vous l'ai fait très très courte, hein, voilà, je ne parle plus de la vie de Reinhard Höhn. Il se trouve que, donc il écrit, il y a tout un chapitre que Chapoutot consacre aux écrits de Reinhard Höhn sur l'histoire militaire. Alors c'est très intéressant pour montrer qu'il y a une continuité entre ce qu'il pensait déjà de l'administration dans les années 30, ce qu'il pense dans les années 50 sur l'histoire militaire et ce qu'il va penser ensuite sur le management au milieu des années 50. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 7 qui lui effectivement travaille là-dessus, sur une théorie du management par délégation de responsabilité, où on va retrouver un certain nombre de choses. Alors évidemment, on n'a plus la dimension ethno-nationaliste, on n'a plus la dimension eugéniste, raciste, social-darwinienne dans le propos directement. Par contre, ce qu'on retrouve assez fortement, c'est cette revendication de la liberté allemande, et cette notion d'une liberté d'obéir. Ce fait qu'il faut que le cadre intermédiaire ait une liberté sur ses moyens, mais pas sur ses fins. Il faut qu'on lui donne des ordres, des objectifs, et il faut le laisser libre en fait d'organiser son travail. Évidemment, cette théorie ne vise pas tout le monde dans l'organisation du travail. Ça, c'est aussi un malentendu qui a été entretenu par certains critiques. Reinhard Höhn s'intéresse beaucoup au management intermédiaire, c'est-à-dire les cadres intermédiaires entre les hauts cadres qui décident des objectifs et les petits exécutants qui sont là pour travailler et puis fermer leur gueule, quoi. Reinhard Höhn, il forme en fait des cadres intermédiaires, des gens qui ne sont pas en position de décider de ce qu'on va faire, mais qui vont bien devoir organiser le travail et s'assurer que les ouvriers le fassent bien. Et donc cette idée de délégation de la responsabilité, de dire ben voilà, il y a un objectif, maintenant c'est à vous de le réaliser. C'est ce côté-là qui va fonctionner, avec toujours en toile de fond la volonté d'évacuer la lutte des classes, évidemment, de constituer un nouveau type de rapport hiérarchique qui masque le rapport dominant-dominé, en pensant beaucoup la communauté de production et de performance, qui va être vraiment la communauté, ça va être l'obsession de Reinhard Höhn, de son époque en tant que haut fonctionnaire nazi jusqu'à son moment formateur dans son école de cadre. Vraiment, ce qui l'obsède, c'est qu'il faut penser l'unité de production ou l'unité managériale, enfin c'est pas managériale mais en tout cas bon, l'unité administrative ou l'unité militaire, il faut la penser vraiment comme une communauté. Il y a vraiment cette obsession-là, et c'est ça qui va amener à terme son école en fait à perdre
en prestige, disons. L'Allemagne de l'après-guerre va beaucoup aimer les théories de Reinhard Höhn, mais à partir des années 70, il y a deux choses qui changent. Premièrement, les Allemands changent de ton sur les anciens nazis. À partir de 68, il y a Beate Klarsfeld qui gifle le Premier ministre, qui était le chancelier qui était un ancien nazi. Et là, les gens commencent à ressortir dans la presse des trucs et dire mais attendez, lui il était nazi, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire, pourquoi ils nous donnent encore des ordres. Bon, il y a une contestation politique qui monte, mais en parallèle de ça, il y a aussi pour Reinhard Höhn, parce qu'il va être dénoncé, on va dire ah oui, mais en fait Reinhard Höhn il était haut fonctionnaire, SS, etc., il était au SD. Mais on va aussi attaquer Reinhard Höhn sur sa théorie managériale à proprement parler. Pas pour dire que quand même c'est pas bien de s'attaquer à la lutte des classes évidemment, mais plutôt sous l'angle du c'est trop lourd en fait, votre système est trop lourd parce qu'il y a une trop forte importance de la communication entre les différents niveaux, parce que cette communication effectivement elle est pensée comme essentielle pour Höhn parce qu'il pense toujours en termes de communauté. Et c'est vraiment l'imperméabilité de Höhn en fait, à l'individualisme qui est vraiment structurante dans la pensée du nazisme même, parce qu'on l'a vu, hein, vraiment cette idée de vous n'êtes qu'un membre de la race, qui va l'empêcher de vraiment aller au bout de sa transformation, de son adaptation au modèle économique. Voilà, il ne va pas être capable d'aller jusqu'au bout de l'individualisme néolibéral. Voilà plus ou moins. Et donc ça se termine par le chapitre 8 qui raconte ce crépuscule, c'est-à-dire comment tous ces succès managériaux vont quand même s'effondrer. Alors il y a un petit point que je n'ai pas rappelé, c'est que dans son école il a quand même recyclé pas mal d'anciens nazis, et pas des petits nazis, c'est-à-dire qu'il y en a un en particulier, si je vous le retrouve, il y en a un qui a quand même été membre de l'Einsatzgruppe B. Les Einsatzgruppe, ce sont les premiers commandos destinés à pratiquer le génocide en Europe de l'Est. Il y en avait 4, A, B, C, D. Ils avaient chacun leur zone géographique. Reinhard Höhn, voilà, après-guerre, dans son école de management, il en a recyclé quelques-uns qui ont enseigné dans son école. Des gens qui avaient du sang sur les mains, et pas un petit peu, quoi, des gens qui ont assassiné des gens, femmes, hommes, enfants. Voilà, donc... bon, qu'est-ce que je peux vous dire, juste en conclusion, c'est que, rapport aux critiques dont je parlais au tout début, effectivement, la démonstration que fait Chapoutot, c'est pas la démonstration de la prégnance de la pensée nazie dans le management d'une façon générale. Le livre ne porte pas là-dessus. Le livre nous raconte plutôt pourquoi les nazis ont réfléchi au management, comment ils l'ont fait et quelle forme ça a pris après-guerre. Et ça permet de pointer du doigt certaines parentés. Mais certaines parentés, ça ne veut pas dire identité complète entre les deux choses. Et effectivement, dans cette nuance-là, il y a tout le nerf de la guerre, parce que, et d'une part, ceux qui critiquent Chapoutot ont raison d'insister sur le fait qu'on ne peut pas vraiment tracer un terme égal entre les deux. Mais, par ailleurs, Chapoutot a quand même raison de pointer du doigt que certains éléments encore prégnants dans notre pensée du capitalisme et du libéralisme sont tout à fait compatibles avec l'organisation concrète du nazisme. Et ça permet de comprendre aussi pourquoi c'est pas si surprenant que Elon Musk fasse des saluts nazis, c'est pas si surprenant que Donald Trump ait un rapport si productiviste en prétendant enrichir son pays, etc. Il y a un côté expansionniste. Il y aura des sacrifiés. Hein, oui, c'est ça. Un côté un peu expansionniste. Voilà. Bien, je m'en tiendrai là. Mais en principe, il y a un moment de discussion, mais je vais arrêter les enregistrements.